Bienvenue à tous sur Un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéphilie alternative année après année. Je m'appelle César et je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César. Chaque podcast présente une année cinéma. Tout est subjectif, ce ne sont que nos avis. On vous prévient, on spoil. C'est parti pour l'année 2012. Et on démarre comme d'habitude avec les films à voir dans cette année 2012. Je me suis rappelé d'un truc que j'avais complètement zappé, mais tu sais que l'année 2012 devait être la dernière de nos vies. Tu te rappelais de ça? Les Mayas, tu veux dire? Les Mayas, tout ça, ouais. Ouais. Il y a quand même un gars qui s'appelle Roland Emmerich qui a fait un film dessus. Bon, j'ai revu le Tout à film fait. d'ailleurs à l'occasion, mais je me suis dit, on aurait tous dû crever en 2012, quoi. Ouais, mais tu sais, moi j'avais déjà eu peur à cause de Paco Rabanne, donc maintenant, toi, la surprise était foutue déjà. C'est vrai, c'est vrai. Une petite année, on va dire en nombre de films, il y a exactement 11 films, si je dis pas de bêtises. Petite année, et petite année même qualitative. On en a parlé juste avant d'enregistrer. Toi, tu m'as dit, il y a eu Alors moi, je trouve qu'il y a des super films cette année-là, mais tu vois, il n'y a pas de chef-d'œuvre que je mettrais dans mon top 50 de l'histoire. Il n'y a pas le grand chef-d'œuvre en 2012. Je sais pas si ça a été ton cas, on va en parler, mais est-ce que Non, tu as non, pris une énorme baffe? j'ai pas vraiment de pépites, j'en ai une, je dirais. Après, j'ai continué. Tu vois, il y a quand même quelques films, deux, trois films que je connaissais déjà et qu'on aime tous les deux. Mais c'est vrai, Ouais, par contre, j'ai plein de films qui sont pas mal. Mais il voilà. manque le petit truc. Ah ben justement, en parlant de films pas mal, on démarre avec les films à voir. On démarre avec Trust, un film réalisé et non interprété par David Schwimmer. Alors David Schwimmer, on le connaît pour être le Ross qu'on a adoré dans Friends. Et David Schwimmer a tenté une petite carrière de réalisateur qui n'était pas si dégueu quand on regarde Trust, parce que c'est pas du tout un mauvais film. C'est un peu de téléfilm. Voilà, je sais pas si l'empreinte série télé l'a marqué à ce point-là, mais en tout cas, tout dans la réal sonne un peu téléfilm. Ça fait très téléfilm avec, tu sais, débat de société derrière. Toi, tu parles souvent des dossiers de l'écran, mais moi, je verrais bien Faustine Bollard, qui fait une émission l'après-midi sur France 2, parler de ce film, puisque c'est un film qui parle d'un sujet malheureusement toujours actuel, qui impacte beaucoup notre société. Ce sont les prédateurs sexuels sur Internet. Donc c'est une jeune fille qui est dans une famille bien sous tous les aspects. Le père, c'est Clive Owen, la mère, c'est Catherine Keener, des acteurs qu'on aime plutôt bien. Et donc cette jeune fille ben, voilà, se balade sur Internet. On est en 2012, donc voilà, il y avait peut-être pas toutes les infos qu'on a aujourd'hui, 12 ans après. Elle se balade dessus et donc forcément elle tombe dans le panneau d'un mec qui se fait passer pour un jeune type qui tombe amoureux d'elle. Elle va tomber sur un vieux salopard, un vieux pédophile qui va ben, la violer et on va voir tout ce qui va se passer derrière, le chemin de croix que ça va être pour elle, le fait que sa famille va la juger, que les gens de son lycée vont la juger. Donc c'est un film très dossier de l'écran, Meryl. Je te laisse en parler en premier. Moi, j'ai eu une ambiance un petit peu Cercle des poètes disparus, tu vois, une ambiance de film des années 90. J'ai trouvé que la réalisation de Schimmer était vraiment, c'est une jolie réalisation, tu vois. Il y a des chouettes scènes, il y a des fois, je pense par exemple, tu sais, à un moment, elle est dans une chambre et il y a une tapisserie qui est un peu spéciale, enfin, qui est là pour exprimer sa déprime et puis sa détresse, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de plans qui sont travaillés. Après, oui, tu l'as dit, hein, Clive Owen, moi que j'adore, hein, depuis surtout Les Fils de l'Homme, puis Catherine Keener, qu'on a croisé dans tellement de films. Rappelle-moi le titre d'ailleurs de ce film avec Sam Rockwell. Ils sont un peu Ah, Box of Moonlight. bien, ouais, bravo, voilà, ouais. Moi, j'ai bien aimé le film. Il y a les Macs, les téléphones portables. C'est vrai que c'est encore un sujet actuel, hein. C'est un sujet difficile d'ailleurs, mais ça se passerait plus vraiment comme ça maintenant. On a quand même évolué en bien ou en mal, hein, dans la technologie, tu vois. Ça a quand même un Ouais. petit goût passéiste. En fait, je reproche ses qualités parce que je trouve que ce qui est vraiment de très intéressant dans ce film, c'est la jeune actrice qui joue très très bien, Ouais. Liliana Liberato, oui, c'est ça. Elle il tire son épingle du jeu un petit peu, même si Owen et Keener sont super, hein, tu vois. J'aime beaucoup Catherine Keener qui est la personne pragmatique. Un petit peu trop d'ailleurs, hein, parfois. Et pareil, Clive Owen est super, hein. Après, tu vois, ce que je reproche, c'est que finalement, en fait, le film est trop rationnel et il est peut-être un peu trop gentil. Et ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il te montre finalement comment des gens normaux réagiraient, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Mm. Voilà, il faut que tu laisses, c'est la police qui doit te faire son travail, et puis voilà, quoi. C'est pas un bon moment, parce que c'est un sujet assez difficile, et il est vraiment traité de manière, enfin voilà, plein de sensibilité, voilà, plein de choses comme ça. Avec un sujet aussi sensible comme ça, normalement, tu croises des serial, enfin, on pourrait les appeler des serial violeurs finalement, parce qu'ils sont Mm. aussi, comment dire, aussi organisés qu'un serial killer. Tu vois, c'est un mélange de serial killer et de hacker, peut-être.
Le truc qui est évident, c'est qu'arrivé à la fin du film, les fans de Charles Bronson seront très déçus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai, exactement. Tu as raison de le dire parce que il n'y a pas de résolution, il y a pas de. On s'attend peut-être, oui, comme tu l'as dit, à un Charles Bronson, à un justicier. Et finalement, non, il n'y en a pas parce que dans la vie, je pense qu'il y en a pas vraiment, finalement. Donc, c'est plutôt intéressant. Et moi, je trouve intéressant le fait d'avoir. J'essaye de pas tout révéler, mais en tout cas, la personne, le prédateur sexuel, n'est pas la caricature qu'on pourrait y croire, qu'on pourrait croire avec un type complètement qui est en train de se gratter la tête pendant qu'il est derrière son écran en sueur et tout ça. C'est un type totalement installé dans la société. Ça fait d'autant plus peur, je trouve, par rapport à ce qu'il fait. Alors moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Le casting est excellent. La jeune Lana Liberato est super. Catherine Keener est super. Moi, je trouve quasiment que c'est le meilleur rôle de Clive Owen. En fait, je trouve que Clive Owen, c'est un acteur souvent assez limité. Alors, je l'ai trouvé bon dans des films comme Inside Man ou Les Fils de l'Homme. Mais là, je trouve qu'il a une sensibilité que j'avais pas trop vue dans sa filmographie précédente. Donc, je le trouve vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté réaliste dans les réactions. Alors, c'est sûr que ça. Du coup, ça donne pas lieu à des cliffhangers, à des retournements de situation, à des suspens incroyables. C'est très réaliste et on se dit, bah oui, à mon avis, ça se passe comme ça pour les gens qui subissent ça. Donc c'est plutôt intéressant. Et moi, ça m'a rappelé deux films. Alors, deux mauvais films, je trouve. Le premier, c'est un film qui s'appelle Le Voyage du Père avec Fernandel. Alors, faut remonter dans les années 50, où Fernandel, tu sais, bon campagnard dont la fille part à Paris et se retrouve prise dans le piège de la prostitution infantile. Fernandel monte à Paris et jouait un rôle un peu, tu vois, un de ses premiers rôles dramatiques. Il est catastrophique. Pour qui veut regarder Le Voyage du Père, il est très très mauvais. Il y a même eu un remake de ce film avec Roche Dizem. Le film n'était pas très bon d'ailleurs, même si Roche Dizem était bien meilleur que Fernandel. Et il y a un autre film comme ça qui s'appelle, alors ça je te le conseille, c'est vraiment un nanar pur jus, un film qui s'appelle Sans défense, Michel Nerval, un film de 89. Et là, c'est un petit gosse qui se fait pareil kidnapper par un réseau de prostitution. Donc, c'est pas vraiment les prédateurs sexuels sur Internet, mais ça revient exactement au même. C'est de la pédophilie organisée. Le grand-père est joué par Michel Galabru, qui va vouloir aller venger son petit-fils. C'est un navet. J'ai l'affiche devant les yeux. Même à l'époque, il se prenait tellement au sérieux que l'affiche montre, tu vois, des chiffres. 5000 enfants se font kidnapper chaque année dans Paris, se prostituent, machin. Donc, il se voulait film dossier, mais c'est tellement raté que c'est à côté de la plaque. Donc, ça m'a permis de parler de ces deux nanars. Mais voilà, Trust est bien meilleur, bien plus réaliste, bien plus fin, on va dire. Mais Mm. ça reste voilà, un film assez anecdotique, même si le sujet est prenant, même si le sujet est assez sordide et du coup ça intéresse, hein, mais tout ce qui est sordide intéresse généralement. Et David Schwimmer, voilà, s'en est plutôt bien sorti. Il n'aura pas fait grand-chose dans la réalisation derrière, mais voilà, pour nous ça reste Ross Geller à vie. Meryl, on passe au deuxième film, également du cinéma américain et également une histoire sordide avec Compliance. Craig Zobel, c'est son premier film, c'est un film qui a eu pas mal de récompenses, en tout cas de visibilité dans des festivals comme Deauville. Et donc, juste après, Craig Zobel a été parasité par Hollywood, qui lui a confié un gros budget, un truc de science-fiction qui n'a pas du tout marché. Il s'est un peu perdu. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais alors, avant de te donner la parole, de dire un mot sur l'intrigue. C'est compliqué de dire un mot sur l'intrigue sans révéler les tenants et les aboutissants. On va dire que ça se passe dans une espèce de fast-food aux États-Unis, dans un bled paumé. La patronne du fast-food reçoit un appel d'un policier qui lui dit que l'une des employées a volé un client. Donc il demande de la convoquer. Lui, il peut pas venir sur place parce qu'il est sur une autre affaire. Donc il demande à la responsable du magasin de convoquer la nana qui a volé dans le sac. Il dit qu'il a les vidéos, qu'il la voit voler. Et du coup, s'ensuit une intrigue qui va se passer par téléphone entre ce flic à l'autre bout du fil et les gens au restaurant qui vont devoir procéder à des choses qui paraissent hallucinantes quand on voit le résultat à l'écran. Et tout ça pour dire que c'est une histoire vraie, c'est d'autant plus hallucinant. Meryl Compliance, qu'en as-tu pensé? 3-4 décors, mais c'est chouette, hein. C'est nickel. Moi, je trouve le film vraiment, vraiment bien réalisé. Il y a Ouais. vraiment une chouette zik en plus. C'est simple. Je trouve ça très efficace. C'est très court en plus. Je connaissais pas du tout Craig Zobel, mais limite, il frappe fort partout, tu vois. Dans le choix du sujet qui pourrait carrément être casse-gueule, qui traite un petit peu façon phone game, entre guillemets, hein, tu vois, sans le flingue braqué sur la victime, tu vois. Mais bon, il y a un moment quand même, ce qui te frappe et ce qui commence à vraiment t'énerver, c'est la docilité des persos. J'en dis pas plus, tu vois, pour vraiment rien révéler. Alors, t'hallucines sur plein de trucs, mais tu vois, lui, il arrive, de par sa chouette mise en scène en plus, hein, moi je trouve qu'il réussit à t'intéresser au truc, malgré tout, la connerie des persos du film, que tu vois, que je trouve tous, mais parfaits. En commençant par Juma Walker, alors, qui était dans Once Upon a Time, hein, tu vois, il a fallu que je regarde et je me dis, ah oui, c'est vrai, je la reconnais un petit peu, mais qui n'a pas du tout un rôle facile, qui certainement Ouais. peut-être pas le rôle le plus difficile, et qui assure du tout parce que tout se passe dans une sorte de normalité ambiante, tu vois, et je trouve qu'elle en fait jamais trop, ou elle en fait, tu vois, elle est vraiment juste.
et Mm. juste pour que tu puisses vraiment tomber dans l'histoire. Et puis après, il y a le duo, alors le duo Anne Dowd et Bill Kemp. Alors en plus, ça, c'est des acteurs qu'on a tellement vus dans des films, dans séries. Moi, c'est des tronches qui me disent vraiment quelque chose. Encore une fois, hein, moi, je trouve qu'il y a vraiment des grandes qualités dans la mise en scène, dans le montage, dans la lumière. Vraiment, tu commences le film. Tu vois pas trop ce qui se passe, mais mais très rapidement, il arrive quelque chose qui t'attache au truc. Tu pars tout court la moitié du film en te disant, oh non, mais attends, c'est quoi cette histoire? Et tu finis le truc en te disant, ah ouais, d'accord. Mm. Vraiment, ça m'a fait ça. Donc je comprends bien à travers ce que tu m'as dit que c'était ta première fois. Ah oui, c'était ma première fois, oui. Ok, parce que moi, tu vois, c'était la deuxième fois que je le voyais. J'avais été vraiment saisi la première fois que je l'ai vu parce que je ne connaissais pas l'histoire, donc ça m'avait complètement embarqué. Et je t'avoue que ça fait encore une fois partie de ce genre de film que quand tu le revois et que tu Ouais, connais ben voilà, tout ce qui va se mettre en place, c'est compliqué à revoir. ouais, j'imagine. Et en fait, l'histoire, elle est tellement, donc elle est vraie, elle est tellement sordide que je trouve qu'elle devient difficile à regarder jusqu'au bout une fois qu'on sait, en fait, une fois qu'on a compris ce qui se met en place, parce que tu te dis, encore une fois, le compliance, ça veut à peu près dire ça, docilité. Donc voilà, c'est des gens qui font tout ce qu'on leur demande sans, comme s'ils n'avaient pas de surmoi, quoi. C'est-à-dire, on te donne un ordre, c'est les nazis, quoi. C'est pas moi, c'est mon Ouais. chef qui m'a demandé de brûler tous ces gens. Enfin, tu te dis, les gens sont complètement fous. Et donc, dans ce théâtre de la saloperie humaine, tu te dis, et de la bêtise, tu te dis effectivement que tous les acteurs sont excellents, ils sont vraiment tous presque trop bons, je me dis, parce qu'on y croit vraiment. Et les habituels second rôles que tu as cités, hein, qui sont d'habitude très sympathiques dans les films Anne Dowd et Bill Kemp, là ils jouent vraiment des vrais salauds, quoi, des salopards, des pourritures, parce qu'ils se comportent bien, entre guillemets, c'est-à-dire je fais ce qu'on m'a dit, moi je suis les ordres, moi je ne suis qu'un bon soldat, c'est moi tout ce que je déteste dans la nature humaine, et là ça te montre ça. Ça m'a rappelé d'ailleurs, tu sais, cette expérience, ils en ont fait des films avec la fausse prison. On disait aux gens, pendant 5 jours, vous allez jouer une expérience Mm, sociologique, tu vas être gardien de prison, tu vas être prisonnier, et au bout de 3 jours, les mecs s'entretuent, quoi. C'est mm. comme ça que les choses te montent à la tête. Et moi, je trouve qu'en fait, même si le film est très court, il dure 1h25, ça perd pas mal de ses enjeux et de son intérêt lorsqu'on comprend, en fait, la situation. Une fois que tu as compris, tu te dis, ah, c'est dur, et il nous rajoute ça, et il nous rajoute ça, et il nous rajoute ça. Et en fait, le côté pénible prend un peu le pas sur l'intéressement. Et du coup, moi, ça me fait presque plus gerber que ça ne m'intéresse, quoi. Donc, les mœurs sont tellement ignobles et ces gens sont tellement sordides, immondes, que finalement, bon, le bien arrive par une espèce de type qu'on avait vu au début du film dans un Xème rôle, qui était un réparateur de frigo, je sais pas quoi, qui est le seul type qui a un peu d'humanité là-dedans. Enfin, en fait, c'est un film à voir, mais je sais pas si c'est un grand film parce que, en fait, les grands films, une deuxième, une troisième vision, une quatrième vision, même quand tu connais la fin, par exemple, Usual Suspect, ça se revoit. Compliance, c'est compliqué, je trouve. Il faut que ce soit la première fois, c'est une claque parce que la fin, parce que tout ce que tu viens de dire, mais vu par l'étonnement. Je comprends ce que tu dis. La deuxième fois, tu dis non, mais c'est bon, je vais pas me retaper ça. Ouais, ouais, Parce exactement. C'est un qu'encore peu une torture. ouais, c'est ça, parce qu'encore une fois, la connerie réelle des gens, la première fois, t'attaches au truc et la deuxième fois, t'énerves direct, quoi. Exactement. On a parlé de deux films donc avec des sujets lourds, durs, qui se rapprochent vraiment de la réalité. Là, on part dans quelque chose d'un peu plus fantasque, une comédie américaine qui s'appelle Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, un film réalisé par Lorraine Scafaria avec un acteur que l'on adore tous les deux, dont on a déjà beaucoup parlé, Steve Carell, et dans le deuxième rôle du film, dans le deuxième rôle principal, Keira Knightley, dont on a assez peu parlé finalement parce qu'elle a fait beaucoup de gros blockbusters qu'on n'a pas évoqués dans ce podcast. Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, une comédie assez oubliée, une comédie, on va dire, de science-fiction, une comédie fantastique, on le voit un peu comme on veut, qui a totalement bidé en salle, et les critiques n'en ont pas du tout parlé. En gros, c'est tout simple, il y a un astéroïde qui s'approche de la Terre va exploser incessamment sous peu, 2012, voilà, on vous le rappelle, l'année de la fin. Une fois de plus, Steve Carell s'est fait larguer par sa femme, j'ai l'impression que c'est vraiment dans tous les films, et du coup, il se retrouve seul, il s'emmerde, la fin du monde arrive, lui, il continue d'aller bosser comme si de rien n'était. Il a envie de retrouver son amour du lycée, puisqu'il était fou amoureux d'une nana qu'il ne voit plus. Et en fait, il va se lancer dans un périple dans les États-Unis pour retrouver cet amour d'antan. Et il va être accompagné d'une voisine qui est un peu faux-folle, hein, on va dire ça comme ça, Keira Knightley, qui a l'air très perdue, qui a l'air très. On ne sait pas si on oscille entre la dépression et la folie. En tout cas, elle est un peu particulière au début. Et donc, voilà, une histoire, une espèce de comédie romantique va se nouer entre eux sous fond de fin du monde. Et moi, c'est un film pour lequel je trouve il y a beaucoup de défauts, mais les qualités de ce film me font l'aimer. Ce dont je parlais en intro, les fameux films qui sont bien, mais que j'attendais, et notamment tu l'as dit parce qu'il y avait Steve Carell, mais et qui m'ont un petit peu déçu. Finalement, quand je me dis que c'est difficile d'aimer un film pareil, parce que il réussit mais carrément super bien l'ambiance de fin des temps programmée, la grosse qualité du film. Et puis il faut dire aussi que Steve Carell a 50 balais au moment du film et
Enfin, voilà, il a eu le temps de bosser sa face un peu morose, de toute façon, et si célèbre hein, depuis son perso de Little Miss. Et voilà, je trouve que il était vraiment, c'était le bon choix pour le rôle. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce film, c'est un anti-Michael Bay, donc il y a pratiquement pas d'action. Il n'est pas là pour sauver le monde, parce que de toute façon, c'est foutu, tout est plié. Ils sont tous là simplement en attendant d'exploser. Et bon, ben voilà, c'est que feraient les gens? Ben, les gens font n'importe quoi. Mais voilà, tu vois, moi je dirais d'ailleurs que du coup le film est audacieux et charmant comme le rôle de Penny de Cara Knightley, mais il est aussi un peu long et chiant par moments comme le rôle de Cara Knightley, tu vois. Je trouve que Je suis voilà, il y a 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. j'ai fini le film. Avec quand même un Steve Carell que j'ai aimé flotter parce qu'il flotte littéralement dans ce film, hein, il se laisse porter alors que tout le monde s'active autour de lui. Mais je me suis dit que ça aurait dû être carrément mieux, quoi. Là, rien qu'en regardant l'affiche comme ça, rien que le titre, il y avait une énorme promesse sur le papier et que peut-être s'ils avaient forcé un petit peu sur l'humour, je sais pas, ça aurait été un peu mieux, quoi. Ben oui, en fait, le film, il mélange trop de choses. Il mélange la comédie décalée avec ce début où on voit que les gens savent que la fin du monde est proche et continuent d'aller bosser, continuent de faire des réunions et tout. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et c'est vraiment l'aspect comédie le plus drôle du film, je trouve, le fait Ouais. que les gens ne se rendent pas du tout compte de ce qui va leur arriver. Et Steve Carell, il continue d'aller se garer à sa place de parking, d'aller faire des réunions. Enfin, bon, ça paraît tellement absurde. Donc, il y a une espèce de comédie décalée, il y a une comédie romantique, il y a un film d'apocalypse. Moi, Mm. je trouve que c'est difficile de trouver une place là-dedans, quoi. Ça fait trop de choses qui se mélangent, du coup, c'est un peu complexe. Et en fait, le début, il est plein de gags, mais c'est pas forcément soluble dans l'histoire d'amour qui va naître. Il y a un gros problème de rythme, hein, comme tu l'as dit. On s'emmerde à plusieurs reprises, en fait, dans ce film. Il y a des trous de rythme. Et en fait, c'est les mêmes. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, parce que c'est les mêmes problèmes d'écriture avec le personnage de Keira Knightley. Elle est presque folle hein, dans la première moitié du film. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette barge? Et elle devient très touchante et très agréable et très mignonne et vraiment presque bouleversante dans la seconde partie. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage qui part de A pour arriver à Z sans passer par les autres lettres avant? C'est très compliqué à comprendre. Tout ce que le film réussit, c'est des réflexions intéressantes sur la fin du monde avec des gens voilà, qui continuent de bosser, je l'ai dit, coûte que coûte. Steve Carell qui est parfait, comme toujours, quoi. C'est vraiment un type qui arrive à être rempli d'humanité avec un regard ultra profond. Vraiment, on est touché par ce type-là. Et en fait, moi, je reste toujours sur un très bon souvenir de ce film parce que je trouve que le dernier quart d'heure est bouleversant. En fait, à compter du moment où il y a Martin Sheen, c'est-à-dire le père de Steve Carell, Steve Carell va chez son père, présente Keira Knightley et tout, je trouve que le film me touche beaucoup, quoi. Il y a vraiment une fin. En plus, il n'y a pas de retournement de situation. La fin du monde approche, la fin du monde va se passer. Donc, comment on vit une fin du monde? Ben, je trouve que la dernière scène est très belle. Il y a quelque chose d'assez touchant dans tout ce qui se passe par rapport au personnage. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette fin. Et je pense que jusqu'à ce que la fin du film me touche, ben, jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, me plaît, quoi. The sun ain't gonna shine anymore. The moon ain't gonna rise in the sky. The tears are always clouding your eyes when you're without love. Il nous reste un film à voir, Meryl, dans cette liste. Après, on passera au film dont tu voulais parler, mais pas moi. Et ce film à voir, je t'avoue que c'est un film qui a fait beaucoup, beaucoup parler à l'époque. Les critiques ont été dithyrambiques. Il a été à Cannes. Peut-être pas en sélection officielle, mais en tout cas, il a été à Cannes. C'est un film de Jeff Nichols, qui est un réalisateur adulé par la critique. Et moi, je suis toujours passé à côté des films de Jeff Nichols. Son film s'appelle Take Shelter. La première fois que je l'ai vu, ça m'a fait comme avec Mud, notamment, ou comme avec Love, des films de Jeff Nichols. C'est-à-dire, j'ai regardé ça d'un œil distrait. Je me suis dit, ça m'emmerde, je trouve ça lent, je m'ennuie, je rentre pas dedans. Et là, en revoyant Tech Shelter, eh ben, dès le début, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose, il y a de la mise en scène, il y a des acteurs, il y a de la photo, parce que vraiment, la photo du film est assez incroyable. Et j'ai été vraiment happé par Tech Shelter, comme quoi, des fois, les premiers avis, il suffit qu'on soit mal luné, que ce soit un jour où on soit pas dedans, qu'on soit pas dans les dispositions pour regarder le film, et on peut passer à côté. Et moi, je t'avoue que Tech Shelter m'a beaucoup plu au second visionnage. L'histoire a beaucoup fait parler à l'époque. C'est un type assez simple, qui est joué par Michael Shannon. Bon, généralement, quand on dit assez simple, mais joué par Michael Shannon, on sait que le mec va devenir fou. Qui est marié avec Jessica Chastain, donc un couple, voilà, de bons acteurs. Ils vivent ça pourrait être un état genre l'Oklahoma aux États-Unis. Le type commence à avoir des hallucinations, des cauchemars. euh, et lui, encore une fois, 2012, tu vois, je pense que c'est pas, il y a vraiment un fil à retenir dans cette liste de films. Il voit la fin du monde, quoi. Il voit que l'apocalypse va arriver, il voit des nuages s'abattre, des pluies diluviennes tomber sur sa maison. Et en fait, ben, au début, on le prend pour un type qui est en manque de sommeil ou un type qui est un petit peu fatigué.
et il s'avère que la folie guette. Mais est-ce qu'il est fou ou est-ce que c'est un messie? Le film nous le dira. Meryl, je suis sûr, on n'en a jamais parlé, mais je suis sûr que tu aimes ce film. Moi, il m'a déçu en fait, tu vois, parce que Ah, j'en attendais tout au long du film, j'en attendais beaucoup et au fur et à mesure, je me disais une chose, c'est que putain, mais pourquoi il fait pas ça? Pourquoi il parle pas plus de ça? Enfin, voilà. Moi, je me dis que le gros dommage déjà, c'est d'avoir un acteur comme Shannon qui colle si bien au rôle, parce qu'il est vraiment parfait en plus, pour au final, moi, je trouve pas en faire grand chose, parce que, enfin voilà, Shannon, à part jouer le rôle de celui qui fait un petit peu peur à tout le monde par son comportement, on n'en sait pas trop sur lui. On sait qu'il est schizo, voilà, hein, que sa mère aussi d'ailleurs, de toute façon. Finalement, son seul fait d'arme du film, de par sa schizophrénie, c'est d'hypothéquer sa baraque pour agrandir un abri anti-tornade, quoi. Tu vois. oui, c'est ça. Donc, alors dit comme ça fait tarte, hein, je suis d'accord. Mais bon, le casque de Jessica Chastain, Toph Stewart, la petite fille sourde et muette, tout le monde est vraiment bon là-dessus. Moi, je suis d'accord, hein. Moi, Jessica Chastain, c'est une actrice que je connais pas du tout. J'aurais pas vu une autre actrice dans ce rôle-là. Elle est vraiment chouette, quoi, tu vois. Mais Ouais. pourtant, ça n'empêche que moi, je trouve que ça manque de profondeur, tu vois. En fait, le souci, c'est que, enfin, moi, je trouve, c'est qu'à la fin, il y a plein de promesses, vraiment une très bonne mise en scène de Jeff Nichols, il a sur le taf, hein. Même au niveau de la maîtrise du suspense, hein, tu vois, c'est ça qui me déçoit encore le plus, parce que c'est vraiment à la fin du film que je me suis dit, putain, c'est pas vrai, quoi. Il aurait pu faire mieux, quoi, tu vois, parce que Hmm. je trouve qu'il y a des super cadres, il utilise avec intelligence la tronche de Shannon, qui est hyper inquiétante dans le film. Il y a des super cadres à la Eastwood, ou je sais pas, tu vois, des paysages agricoles de l'état de l'Ohio. Enfin voilà, il y a plein de qualités dans ce film. Take shelter, ça veut dire trouver un refuge, Hmm. protéger sa famille. Donc voilà, c'est le truc avec la fin du monde. Mais quand ça se termine, c'est le combat de Curtis pour continuer à vivre une vie normale. À la fin, c'est ce que tu te dis. Alors que tout au long du film, on te présente ça d'une autre manière. Alors bon, moi je peux comprendre que ça plaise et peut-être que la deuxième fois ça me plaira et je me dirais ouais c'est nickel qu'il soit passé comme ça. Mais là sur la première, tu vois, j'attendais du Fred King, quoi, tu vois, ou un truc comme ça, quoi. Il y a Michael Shannon, putain de merde, il fallait qu'il se passe vraiment quelque chose, que la folie donne quelque chose. Il y avait plein de choses à creuser, il y avait le côté religion, le côté santé mentale, forcément, de par le perso, enfin, tu vois, il y avait plein de choses. Et puis, du coup, voilà, moi, j'ai quand même une petite déception, même si j'ai pas non plus passé un mauvais moment, parce que voilà, c'est de la belle ouvrage. Mais tu vois, en le revoyant et en l'aimant, je me suis dit, quand je l'ai mis dans la liste et que je te l'ai envoyé, je me suis dit, je suis sûr que Meryl, ça va être son préféré de l'année. Bah, tu vois, Mm. comme quoi tu me surprendras toujours. Tout à fait. Si je te dis que moi, le film m'a fait penser de très loin, hein, c'est pas du tout le même genre de film, mais à Emprise, tu sais, le film de Bill Paxton. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas du tout? Moi, j'ai eu des trucs où je me suis dit, on dirait un peu Emprise. De quoi, c'est le fait, les cadres à l'extérieur et tout ça, le fait de la famille et tout ça, tu veux dire? Non plus ce côté, tu sais, où on sait pas si le type est fou allié ou il dit la vérité depuis le début et le film te balance dans une piste et finalement l'autre piste peut t'arriver. Enfin, tu vois, il y avait Mm. un truc comme ça. Est-ce qu'il est fou seul contre tous ou est-ce que non, il dit la vérité, quoi. Ouais. C'est le grand truc. Moi, Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais justement, tu vois, en fait, c'est ce qui me déçoit un peu. Mais après, je suis peut-être con d'être déçu, hein, parce que voilà, il avait le droit Nicole avait le droit de faire le film qu'il voulait, hein. Mais en plus, moi, je le trouve, tu vois, je trouve il y a la fameuse dichotomie qui est régulière hein, chez lui ou chez d'autres. C'est l'envie de faire un film de genre, mais assez lointaine, et puis la volonté de plaire au festival, à la presse sérieuse. Donc, Mm. il y a toujours cette espèce de truc. Aujourd'hui, on appelle ça le syndrome A24, A24, qui fait des films elevated horror, elevated fantastique, machin, des trucs qui paraissent très bien pour les festivals, mais qui peuvent plaire au public jeune dans les salles. Enfin, bon, là, c'est autre chose. Je trouve que le film est beaucoup plus sérieux, mais ça aurait pu être un film A24, Take Shelter. Et moi, je trouve que, bon. Jeff Nichols, je l'ai dit en préambule, est un réalisateur extrêmement surcoté. Pour moi, c'est largement son meilleur film. Et je trouve que la première demi-heure qui embrasse vraiment le fantastique, qui embrasse l'horreur avec les visions de Mm. Michael Shannon, elle est excellente. Moi, elle m'a foutu Ouais. dans une tension pas possible. Il a toujours l'impression que sa fille va mourir, qu'il va lui arriver des trucs. Ça peut rappeler des terreurs nocturnes qu'on a eues quand on était petit. Ça peut rappeler des cauchemars, je sais pas, quand on a de la fièvre, de voir des choses horribles et tout ça. Donc je me suis dit, vraiment, les images sont excellentes. Et en fait, lorsque le personnage commence à être malade, ou en tout cas vu comme un malade, je trouve que la tension retombe. Moi, j'aimais bien ce côté, on ne dit rien, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête, mais enfin, on voit ce qu'il y a dans sa tête et ça fait très peur, mais lui il ne dit rien aux autres, et à partir du moment où il vrille, ça retombe un peu. Mais voilà, je trouve que la fin est à double sens, ça va vers le genre, mais ça s'arrête net. Enfin, voilà, il y a toujours cette dichotomie tout le long du film qui est un peu compliquée, donc c'est un film qu'on a un peu du mal à agripper. Et en fait, je me dis, c'est une génération de cinéastes américains qui n'osent pas aller trop loin, quoi, qui veulent rester toujours dans les clous, dans le beau film, dans le bon film, et
qui ont un peu peur de faire du too much. Et c'est vrai que comme on a balayé les années 70, voire les années 80, on avait l'habitude de mecs qui allaient un peu trop loin. Et je trouve que ça manque. Parfois, c'est des films un peu de bons élèves, mais c'est pas des grands films malades comme William Friedkin, tu l'as dit, a pu faire. D'ailleurs, on va en parler dans quelques secondes de William Friedkin. Moi, en tout cas, je trouve que la réalisation est excellente, notamment la photographie. J'ai noté son nom parce que je trouve que la photo est Ouais. magnifique. Adam Stone à la photographie. Les effets spéciaux sont très bons. Pour un si petit budget voilà, de 5 millions, les effets spéciaux sont top. Tu l'as dit, Jessica Chastain, elle est parfaite, hein, elle est toute voilà. En plus, j'aime bien son rôle parce qu'elle est dans la douceur, dans l'amour, et elle pourrait, comme souvent dans ce genre de film-là où le type devient complètement fou, le larguer et lui dire démerde-toi avec ta vie, mais elle s'accroche, donc voilà, elle est parfaite dans le film. Et Michael Shannon, en fait, il est beaucoup plus intriguant, moi je trouve, quand il joue normal que quand il commence à devenir fou, parce qu'il retrouve ses tics habituels, on a l'impression qu'il va sortir des insectes de ses dents comme dans Bug, toujours compliqué, mais voilà, moi j'aime bien quand il est normal, en fait, Michael Shannon, parce qu'il a tellement un physique flippant, un peu comme Jack Nicholson, que quand il joue la normalité, il est presque plus impressionnant. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Je trouve notamment qu'il a une scène où il est vraiment dingue. C'est la scène, tu sais, où ils décident envers et contre tous d'aller bouffer dans la réunion du village, tu sais, dans le petit local, là, et lui, il Mm. pète un plomb complètement. Ouais. Voilà, il renverse les tables et tout. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Donc voilà, c'est un film que j'ai trouvé euh, vraiment un bon film, mais c'est pas un grand film. Et ça aurait dû être un grand film. Je me suis dit, ça aurait dû être un classique. On aurait dû garder Tech Shelter en tête à vie. Malheureusement, ça va pas être le cas, mais il y a quand même des visions, il y a des plans, il y a des lignes d'horizon, des lignes de fuite, que tu as raison, un peu comme chez Eastwood, qui marquent la rétine. Donc voilà, rien que pour ça, Tech Shelter se devait d'être dans ce podcast, Meryl. On en a fini avec les films à voir. On l'a dit, c'est une année assez courte, et on passe donc au film dont tu voulais parler, mais pas moi. Et donc ce film, on en a parlé, on l'a dit, c'est un film de William Friedkin. William Friedkin qui a fait Bug avec Michael Shannon. William Friedkin qui a réalisé Bug sur un scénario de Tracy Letts comme ce film. Donc voilà, tout a un lien. C'est Killer Joe. C'est un film dont tu voulais parler et pas moi. Et pour cause, puisque moi j'ai revu ce film que je n'avais pas aimé à la sortie. Je l'avais vu au cinéma, je crois, à la sortie. Je l'ai revu là pour le podcast. Et c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que je n'ai même pas fini. Ça a été vraiment une galère pour moi ce film parce que j'avais des souvenirs que je n'avais pas aimé, mais je ne savais plus trop pourquoi. Et en le revoyant, je me suis dit, pour moi, c'est un ratage total. Alors, j'ai été relire les critiques. Je t'avoue que j'ai halluciné en lisant les critiques où ils disent, ils parlent d'un film complètement dingue, une espèce de classique, comme si qui sortirait des années 70 et tout. Je me suis dit, bon, les gens deviennent fous. Je trouve que le film est largement en deçà de Bug. Je trouve que le film, au niveau déjà de la photo, est extrêmement laid. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté ou pas de Friedkin, mais en tout cas, je trouve que le film, visuellement, est très laid. Je trouve que ça joue théâtre, mais mauvais théâtre, théâtre un peu subventionné où les acteurs en font des caisses, jouent la folie, jouent l'hystérie, jouent la vulgarité en faisant des caisses. Et voilà, c'est un film dans lequel je ne suis pas du tout rentré. Je dis un mot sur l'histoire et je te lance. En gros, c'est un jeune type, Émile Hirsch, qui est un acteur que je déteste, donc ça démarrait bien. Euh, non, mais voilà, si lui il tient le premier rôle, c'est compliqué pour moi. Into the Wild, ça a été une souffrance, donc Émile Hirsch, beaucoup de mal. En gros, ce type a une dette, c'est un pauvre type, un peu, il a une dette, ça le fout dans la merde, et donc il cherche à faire assassiner sa mère, qui est jouée par la sexy torride Gina Gershon, afin de toucher l'assurance vie, et donc il embauche un tueur qui est joué par Matthew McConaughey dans le rôle titre, Killer Joe, Matthew McConaughey, qui là est dans sa phase voilà, théâtre. Pour le coup, là, il en fait des caisses, et donc c'est un film que les gens majoritairement aiment, et je te laisse en parler, Meryl. Moi, je l'aime surtout pour Matthew McConaughey, de toute façon, parce que c'est certainement l'un de ses rôles les plus marquants pour moi. Ouais, Et encore maintenant, toi, mais moi j'adore toujours ce film. Je trouve aussi que c'est un des meilleurs Friedkin, pour les bonnes raisons en plus, tu vois. Moi j'adore ce film pour tous les contrastes qu'il y fout, tu vois. Je trouve que c'est quelqu'un qui est doué pour les tout petits espaces. Voilà un film qui va jusqu'au bout. Là, tu oui, vois, c'est vrai. Friedkin montre tout, McConaughey joue tout, même parfois à la limite, pas du ridicule, mais enfin, ouais, du too much, je te l'accorde, il n'y a pas de souci, mais bon, un ripou, enfin, je sais pas comment dire, enfin, non, pas un ripou d'ailleurs, mais un bandit, enfin, si, un ripou de toute façon, mais qui est chez des bouffes, chez des cons, de toute façon, et ils s'en rendent très très vite compte, et enfin, voilà, en une première visite, il a jaugé le truc, et il s'accapare la gamine de 14 ou 15 ans, voilà, qui prend à la place d'un règlement, enfin voilà, à la place d'un règlement sur une. Enfin, moi, je trouve que voilà, c'est un sujet rêvé pour Friedkin. Les films avec des salopards, c'est l'une de ses spécialités. Il y a au moins trois gueules là-dedans. Alors, tu vois, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, Émile Hirsch, je le trouve très très bon parce qu'il joue le rôle du mec qu'on prend plein la gueule tout le temps et Mm. c'est le cas.
Alors, le plus con, on est clair, et moi je le trouve vraiment parfait, c'est Thomas Hayden Church qui joue le rôle du Ouais. père. Alors moi, lui, je le trouve mais parfait. Il est vraiment, il arrive à te faire ressortir sa bêtise. Et du coup, tu vois, je salue aussi la direction d'acteur là-dedans, tu vois. Après, moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a un petit peu un aspect théâtral, voilà. Mais bon, c'est un peu le huis clos aussi qui force le truc, certainement, qui tend un peu le truc vers là. Alors moi, je préfère Bug quand même, mais il refait quand même, tu vois, un putain de super film, quoi, tu vois. J'aurais pu mettre d'autres choses, hein, mais tu vois, je voulais que ce film y soit là parce que moi, je trouve que c'est encore une très très grande réussite de la part de Matthew McConaughey et de de Friedkin. Meryl, un bel hommage donc à ce film, à Killer Joe. Et moi, je me suis dit pendant que tu parlais que en fait la folie, effectivement, le film va loin. Il y a notamment cette scène dont tout le monde a parlé à l'époque de la, on va dire, de la fellation à une cuisse de poulet. Voilà, les gens qui ont vu le film comprennent. Cette folie qui veut aller, qui veut déborder, qui veut aller trop loin et tout. Moi, j'y crois pas du tout parce que j'ai l'impression vraiment, je me répète que c'est théâtral. Et tu vois, je me dis, ça se trouve, c'est le genre de folie que toi, t'as pas trop pas apprécié à l'époque dans Showgirls de Verhoeven. C'est une Mm. espèce de too much comme ça. Et je me dis, soit on rentre dedans soit on n'y rentre pas, et moi je t'avoue que je reste à la porte de Killer Joe totalement. Passons tout de suite au top de l'année 2012. Petite année, on le répète une fois encore, et donc 6 films dans ce top 2012. On démarre à la 6e place avec, j'ai l'impression, attends, je regarde mes notes, mais que c'est le premier film français de cette sélection. Il y en aura quelques-uns derrière, mais en tout cas, c'est le premier film français. C'est un film qui s'intitule Maman. Maman, un film d'Alexandra Leclerc. Alexandra Leclerc, qui est une réalisatrice dont on avait déjà parlé avec les Sœurs Fâchées, et je pense que vraiment, elle a des sujets qui lui tiennent. Je pense que la famille d'Alexandra Leclerc doit mal aller, parce que dans les Sœurs Fâchées, c'était deux sœurs qui se détestaient. En tout cas, Isabelle Huppert détestait sa sœur Catherine Fro, quitte à la martyriser, à l'humilier en public. Et là, dans Maman, c'est une mère qui déteste ses deux filles, et les deux filles, donc, en retour, bah, détestent leur mère, donc un affrontement entre les trois personnes. Et moi, c'est un film, je l'ai montré à pas mal de gens, et je t'avoue que je suis souvent seul à aimer ce film. Les gens me disent, bon, comprennent pas. Les notes à la sortie ont été un peu cata, alors qu'il y a quand même trois stars à l'affiche. Les scores en salle ont été catastrophiques. Donc je pense que ça fait encore partie de ces films dont je suis un peu le seul admirateur. Maman, puisque Josiane Balasco joue la mère, Mathilde Seigné et Marina Foïs jouent les deux filles. Et le film démarre voilà, assez classique, comédie dramatique française, avec les deux sœurs qui ont une vie bien remplie, parisienne, compliquée, parce que l'une veut des enfants, elle ne peut pas en avoir, l'autre a deux fils qui sont ados et qui, voilà, qu'elle perd petit à petit. Et donc cette mère au centre qui revient vivre à Paris près d'elle, et qui est une femme horrible, acariâtre, qui déteste tout, en fait, qui se plaint constamment, qui est colérique, qui est dure, qui est méchante, voire violente. Et donc, au bout d'un moment, elle ne supporte plus ce comportement de leur mère envers elle, et elle décide de kidnapper leur mère pour l'emmener dans une maison et la forcer à les aimer. C'est un scénario qui paraît presque, voilà, presque théâtre, encore une fois, parce que ça va se passer dans quelques lieux clos, dont cette grande maison qui va occuper toute la deuxième partie du film. Et moi, je trouve que c'est un film assez bouleversant, mais je te laisse en parler en premier, Meryl. Moi, je suis partagé en fait, parce que bon, déjà d'un côté, j'ai réussi à supporter Mathilde Seigné, Hum, chose que je n'avais pas encore réussi à faire depuis quelques films. J'ai eu plaisir à retrouver Balasco, que j'ai vraiment trouvé au mieux de sa forme. Après, en même temps, il faut dire que ça lui colle, enfin voilà, elle est à l'aise dans le rôle, donc voilà, il n'y a pas de grosse difficulté, elle est bien. Après, bon, il faut quand même reconnaître que c'est Marina Foïs qui prend progressivement le contrôle du film, et surtout dans la seconde ouais, partie où c'est carrément elle qui mène la danse, même si on peut dire. tout à fait. J'ai trouvé le film cool parce qu'il sombre pas dans le mélodrame à la française ou la comédie un peu familiale américaine, tu vois, malgré l'affiche, il faut reconnaître, qui est une affiche calquée sur les affiches les plus tartes du cinéma français Ouais. qu'on a depuis 15 ans, hein, je sais pas. Enfin, voilà. J'ai trouvé le sujet très original aussi, la prise d'otage du film. Enfin voilà, surtout voilà quand la machine se lance. Hein. Il y a vraiment des scènes qui m'ont plu, hein, notamment la scène où elles explosent toutes les deux face à Balasco. Enfin la scène où la scène de règlement de compte, hein, un petit peu dans le film. Oui. Et pourtant, tu vois, quand tout ce petit monde commence à être dans un huis clos où il commence à vraiment réellement avoir de la tension et où tu attends un règlement de compte, les acteurs, le réalisateur, le scénario laisse tomber tout ça pour finir dans une sorte de mélo. Le scénario gâche le film en fait, tu vois, parce que moi j'attendais un affrontement Balasco-Foïs des plus prometteurs et finalement bah, il n'a pas lieu et moi je suis totalement déçu par ce film, tu vois, ça me fait un peu pareil que jusqu'à la fin du monde, tu vois, c'est dommage parce que sur le papier c'était vraiment très prometteur, j'avais envie de le voir et
au final, c'est encore un peu raté pour moi. En tout cas, tu as du mal avec le genre parce que tu as dit réalisateur et acteur alors qu'il n'y a que des meufs dans le film, derrière la caméra et devant. Oui, bah, tu crois que je vais me prendre des procès aussi, moi? Toi, toi des procès. Salaud, va, salaud. En tout cas, tu rejoins la cohorte des gens qui n'ont bon, voilà, qui n'ont pas adoré Maman. Moi, c'est un film, je sais que c'est un film mal aimable en fait, parce qu'il y a aussi, tu l'as pas forcément dit, mais il y a des problèmes de rythme dans ce film. Le début démarre très vite, l'intrigue se met très vite en place, on comprend les relations entre tous les personnages. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça démarre sur les chapeaux de roue, et ensuite, quand la prise d'otage a lieu et que le rythme du film se pose un petit peu, bah, il se pose un peu trop, quoi. Il y a notamment cette scène où Balasco essaye tu vois, comment dire, de marcher dans la maison alors qu'elle a un énorme boulet au pied, puisqu'ils lui ont Mm. foutu un boulet au pied. Bon, c'est un peu long, quoi. Voilà, il y a des scènes où, quand elle comprend la situation, elle se réveille, qu'elle se retrouve face à ses filles, c'est un peu long. Mais en fait, moi, je trouve que le film vaut pour ses coups de colère, ses coups d'éclat. Tu l'as dit, la scène du règlement de compte, elle est vraiment. Moi, la première fois que je l'ai vue, elle m'a touché, quoi. Alors que j'ai pas du tout ce genre de rapport avec ma mère, ou voilà. Mais je me suis dit, ouais, quand on arrive à cette détestation absolue, d'ailleurs, j'avais retrouvé ça un peu dans le film ADN de Maïwenn, quand elle règle ses comptes à sa mère, jouée par Fanny Ardant. J'avais retrouvé cette violence-là entre des filles et une mère, et je me dis, putain, qu'est-ce que c'est dur. En tout cas, je trouve que ça va loin dans la noirceur, et tu as raison, c'est complètement antinomique avec l'affiche où on a l'impression de regarder le nouveau Didier Bourdon et Christian Mm. Clavier, Cocorico, alors que le film est un drame, hein, c'est pas du tout une comédie, il n'y a rien de drôle dans ce film-là. Ce que je trouve bizarre avec la carrière d'Alexandra Leclerc, c'est qu'elle a démarré avec Les Surfâchés, qui pour moi reste son meilleur film. Ensuite, elle fait un film qui s'appelle Le Prix à payer. En fait, à chaque fois, elle prend des acteurs populaires pour leur faire jouer des histoires un peu border. Le Prix à payer, il y avait Lanvin, il y avait Clavier, il y avait Nathalie Baye. C'était pas très réussi. Je trouve que Maman est son autre très bon film. Et après, pour le coup, elle est partie dans de la grosse comédie, Le Grand Partage avec Bourdon, Garde alternée avec Bourdon, Mes très chers enfants avec Bourdon. Voilà, elle a aligné. Et Dieu sait que moi, j'ai tellement aimé Bourdon, mais bon, c'est devenu vraiment l'ombre de lui-même depuis une quinzaine d'années. Donc c'est dommage, parce que je trouve que cette réalisatrice, elle a vraiment du talent dans le drame, dans le noir, et elle a dû se conformer à la comédie ambiante, voilà, à la tonalité rose du cinéma français. C'est assez dommage, parce que je trouve qu'il y a des scènes explosives, et je rajoute ma pierre à l'édifice concernant les actrices. Balasco, moi je trouve qu'au contraire, je l'ai rarement vu aussi douée dans la noirceur et dans le dramatique. Mathilde Seigné, je trouve que c'est une excellente actrice une fois de plus, et Marina Foïs porte le film. Elle est bouleversante, hein, quand elle a le fusil dans les mains et qu'elle dit les quatre vérités à sa mère. Moi, voilà, j'en verse ma petite larmichette. C'est l'une de nos plus grandes actrices, Marina Foïs. Elle est absolument incroyable. Donc, je vous conseille Maman. Je sais que c'est un film qui n'est pas aimé et qui n'est pas aimable, mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. On passe au cinquième, Meryl, et là, je sais que ça va faire l'unanimité entre nous, et ça fait l'unanimité généralement partout. C'est un documentaire qui s'appelle Sugarman. Alors, c'est un film qui a été quand même pas mal vu à l'époque. Les critiques l'avaient porté. Il a été aux Oscars. Je pense qu'il a eu l'Oscar du documentaire. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense. On va essayer de ne pas tout révéler parce que moi, tu vois, je l'ai montré à ma chérie qui ne connaissait pas du tout l'histoire de ce film et elle a été extrêmement surprise. Moi, j'avoue que la première fois que je l'ai vu, j'ai été extrêmement surpris aussi. On peut dire que voilà, que ça parle d'un musicien qui s'appelle Sixto Rodriguez, qui a enregistré quelques disques dans les années 70, des disques qui ont fait un flop absolu. C'est un type qui était un peu un marginal, qui chantait dans les cafés et qui a enregistré 2 disques. Il avait pourtant des belles paroles, il avait un style musical un peu à la Dylan de l'époque, mais avec des paroles très engagées, très politisées. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Et donc ce type-là, voilà, est tombé dans l'oubli. Miraculeusement, ces vinyles ont trouvé bon port en Afrique du Sud. Ça, c'est incroyable. Ils sont partis d'Amérique du Nord pour arriver en Afrique du Sud, où ce musicien a des admirateurs. Et donc le documentariste Malik Benjeloul retrace la vie de Sixto Rodriguez. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas qui est ce type, avec ces Sud-Africains qui sont fans de lui, pour essayer de retrouver Sixto Rodriguez. Et c'est un film incroyable. Je trouve qu'il y a vraiment, on est à fond dedans. Ça dure 1h25. On est à fond dedans de A à Z. On pleure, on est ému, on rit, on a envie de vibrer. C'est un film magnifique, Sugarman. Je te laisse en parler. Moi, je trouve ça un film magnifique. C'est un petit peu un conte de fées, mais avec un côté quand même pas très positif, parce que finalement, on a un véritable Bob Dylan qui aurait dû avoir une carrière incroyable et qui aura bossé. Je crois que le mec aura bossé dans le bâtiment toute sa vie, quoi. Ouais, c'est ça.
Ce qui est plus incroyable, encore plus incroyable, c'est que au démarrage, quand il enregistre ses deux premiers albums, hein, je crois qu'il en a fait deux, il enregistre avec un producteur qui bosse avec, qui a bossé avec Michael Jackson et Quincy Jones et Stevie Wonder. Donc c'est quand Ouais. même hallucinant, tu vois, que le truc ne fonctionne pas parce que c'est ça. Alors, il est diffusé en radio, mais voilà, le truc ne prend pas. Il y a peut-être aussi un problème comment dire, non pas de diffusion, mais de pressage de disques, à voir à combien il est sorti à l'époque, etc. Je l'ai dû voir 3 ou 4 fois. C'est que la première fois que tu vois ce truc, tu te demandes ce que tu regardes, parce que voilà, tu te demandes ce qu'il faut croire. T'es comme lui et tu ne crois pas trop comment à ce qui se passe en Afrique du Sud. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que c'est incroyable les choses qui se passent autour de sa musique, hein, parce que son disque, qui est déjà un succès là-bas, est censuré bien sûr par l'apartheid, et on raye carrément les chansons même les disques pour pas qu'on puisse les entendre. Enfin, je veux dire, c'est Mm. pas non plus simplement un auteur-compositeur oublié, c'est aussi quelqu'un qui a participé à la révolution en Afrique du Sud. Enfin voilà, l'histoire est incroyable. Vraiment, Ouais. pour tout ça, l'histoire est incroyable. Et tu te dis que ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y avait peut-être pas de place pour Sixto Rodriguez aux États-Unis, mais qu'il y en avait largement en Afrique du Sud. À chaque fois qu'il sort de la limousine, qu'il remonte sur scène, bon, tu le vois répéter un petit peu, mais après quand il arrive sur scène et qu'il y a cette ovation de, je sais pas, de 10 minutes au moins, et Mm. après il commence à chanter le premier morceau qui doit être I Wonder, je crois, et que les gens entament ce qu'il chante et chantent à sa... moi, je suis en larmes parce que je me dis, mais c'est tellement improbable cette histoire, c'est incroyable, quoi. Ah, Et c'est le dingue. plus, On n'aurait pas pu l'inventer, je trouve. ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est vraiment un conte de fées inimaginable, quoi. Et le Mm. plus incroyable, c'est que le mec, après, mis à part apparemment quelques concerts 2 années après où il est retourné en Afrique du Sud, le mec retourne à son boulot et dit que maintenant ça l'intéresse plus trop, il préfère continuer à gratouiller sa guitare dans son coin, quoi. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder. Un documentaire bouleversant, tu l'as dit, c'est vrai que quand il y a les scènes en Afrique du Sud où il arrive en Afrique du Sud et qu'il est vu comme le Messie et tout, waouh, ça fait monter l'émotion et les poils. Et moi, d'ailleurs, les protagonistes le disent dans le film, c'est trop beau pour être cru. Voilà, il y a tout, il y a une enquête, il y a du suspense, il y a de l'émotion, il y a du romanesque. Bref, moi, je trouve ça absolument incroyable. Il y a même un personnage de méchant, tu en as parlé, mais Mm. ce producteur de Quincy Jones et de Michael Jackson, c'est lui l'enculé de l'histoire, parce que c'est lui qui l'a privé de ce succès, c'est lui qui a voulu garder les droits. Enfin bref, c'est vraiment le salopard. Et il parle à visage découvert, il en a rien à foutre. On Mm. lui dit, bah alors, il dit, bah, vous allez pas m'emmerder avec un truc qui a 50 balais. Enfin, tu vois, bon, je me Où est dis, bah voilà, il l'argent? fallait. Oui, Rendez voilà, l'argent. il fallait bien un méchant, il est là. Et je me suis dit, c'est encore plus beau à voir, en tout cas plus beau, plus émouvant à revoir, puisque Sixto Rodriguez nous a quittés en août 2023. Donc il y a quelques mois seulement, je sais pas si tu le savais, mais Non, je le savais pas, tiens. ben voilà, donc il nous a quittés. Donc je me suis dit, c'est encore plus ce déco de revoir Sugarman, de voir voilà, ce parcours d'un type qui est un vrai personnage romantique, quoi, au sens premier du terme, un type qui est revenu complètement de l'ego, qui est revenu de la réussite, qui est revenu de la grosse tête. C'est l'inverse un peu de ce qu'on nous vend aujourd'hui avec des superstars en 28 minutes ou sur TikTok ou machin. C'est le génie anonyme, c'est voilà, l'inverse de l'époque actuelle où le premier tocard venu se prend pour un grand. Là, je me suis dit, c'est bouleversant en fait de voir ces personnages-là qui restent dans l'ombre. Ça me faisait penser un peu aussi des fois, tu sais, à des compositeurs, des mecs qui ont tout fait, mais on ne connaît même pas leur visage, on connaît à peine leur nom, alors que d'autres ont pris toute la lumière. Là, je me dis, c'est un peu l'histoire aussi de Inside Llewyn Davis, dont on parlera bientôt Mm. dans le podcast. Ça revient un peu aussi à ça. Et moi, je trouve que pour parler du documentaire et de l'objet documentaire, il y a un sens du rythme dans ce documentaire qui est génial. L'émotion est grandissante et vraiment, on est happé par le rythme de ce film. Bref, moi j'ai trouvé que c'était un film passionnant, un film bouleversant. Donc voilà, comment ne pas aimer Sugarman, Meryl? Voilà, c'est compliqué de ne pas aimer ce film. Ouais, et puis en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, alors, c'est un peu con, mais alors je sais plus comment il s'appelle, mais le mec qui part à la recherche de Sugarman est génial. Tu vois, le Oui, mec est super, quoi. Déjà, donc tu te dis, il s'embarque dans une véritable aventure et rien que pour ça, déjà, tu le kiffes. Mais en plus, le gars, enfin voilà, et tu sens qu'il est ultra fan et il a des tonnes d'amis qui sont ultra fans. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est revenir avec le mec et dire à ses potes, regardez les mecs, je l'ai trouvé, quoi. Et ouais. voilà, c'est d'autant plus hallucinant, quoi. L'histoire te fout
trouve d'autant plus une méga banane sur le visage. On est d'accord, c'est le film en tout cas qui nous rend unanimes tous les deux. On passe au quatrième. Alors, je ne connais pas du tout ton avis sur ce quatrième film, en tout cas sur ce top 4. C'est un film français qui s'appelle Une vie meilleure, un film réalisé par Cédric Kahn, avec au casting un mec qui était déjà une star à l'époque, Guillaume Canet, et une star en devenir, Leila Bekti. Alors, c'est un film qui a encore une fois tous les atours du film français social dans tout ce que ça peut représenter de pire. Là, en tout cas, c'est le meilleur de ça. C'est un couple, voilà, un mec qui tombe amoureux d'une nana, Yann et Nadia, Guillaume Canet et Leila Bekti. Euh, et il commence en fait, on suit au début une histoire d'amour. Alors, une histoire d'amour entre deux personnes qui n'ont pas forcément de grands moyens financiers, qui sont un peu dans l'instant présent. Et puis, ils vont commencer à vouloir rénover une espèce de bicoque en banlieue parisienne, en grande banlieue parisienne, pour en faire un resto, parce que lui veut créer son resto. Et en fait, on rentre dans l'engrenage infernal des crédits, des problèmes de pognon, de tout ce qui peut, de tout ce que peut engendrer un crédit aujourd'hui en France quand t'as pas les moyens de le rembourser, quand tu te fous dans la merde. Et donc, voilà, l'histoire d'amour va pâtir de ça. Et pourtant, on va suivre cette histoire d'amour qui va jusqu'au bout, du bout, du bout. Moi, je trouve que c'est un film vraiment, encore une fois, j'emploie le mot romantique au sens propre du terme, parce que malgré les galères, ils vont vouloir rester ensemble coûte que coûte, malgré tout ce qui va pouvoir leur arriver. On va essayer d'en révéler le moins possible. Et moi, je trouve que c'est un film. Moi, je l'ai pris en pleine gueule la première fois que je l'ai vu parce que je ne m'attendais à rien. J'avais vu l'affiche où on voit Canet et Bekti qui sont bras dans les bras. Je me suis dit, bah voilà, ça va être le petit film français. Déjà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un drame. Le film s'appelle Une vie meilleure. On les voit sourire sur l'affiche, donc on ne comprend pas vraiment ce qu'on va voir. Et le film va très très vite dans le noir. Le film est très bien réalisé. Il y a vraiment des belles images, des beaux plans entre la différence entre le Paris un peu nocturne où on les voit au début du film et puis cette espèce de lieu qui devrait être un lieu enchanteur dans la forêt pour créer leur restaurant et qui va devenir un peu leur prison. Bref, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses extrêmement positives dans ce film. Moi, c'est un film que j'adore, que j'ai vu plusieurs fois et je te laisse en parler. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ah, En plus, tu vois, enfin, je vais le dire comme ça, mais plus Canet est dans la merde, et mieux il est. Je trouve ouais, que c'est vraiment un des acteurs français les plus doués. On avait eu ça dans Darling déjà, mais là, tu vois ici, ce que je me disais dans le film, c'est, alors bon, c'est pas un salaud non plus. C'est juste un mec. Il y a une ou deux fois où il est un peu violent avec la victime, mais sinon c'est pas un salaud, c'est juste un mec qui est ruiné par le désespoir et qui se retrouve coincé au milieu d'un truc beaucoup plus grand que lui, quoi. Il est happé par mm, ça. Mais moi je trouve vraiment Guillaume Canet génial dans ce rôle, et c'est d'ailleurs le film est super pour ça. Le duo avec Léla Becti est super. Léla Becti est vraiment elle est même, moi je trouve en fin de parcours, elle est même étonnante, tu vois, parce que je oui. l'attendais pas là. Et le film d'ailleurs, t'en remets déjà une petite claque à la fin, tu vois. Mais bon, bref, je vais rien dire du tout, mais je trouve que le sujet du film est très bien choisi. De toute façon, une situation financière qui s'emballe avec des crédits revolving dans tous les sens, un rêve qui se brise et un jeune couple qui était plein d'énergie au début du projet, qui enchaîne les mauvais choix et qui se retrouve totalement coincé. Et ça sépare le couple. C'est une histoire vraie en plus, hein. De toute façon, ils font leur vie tous les deux. Enfin, c'est une histoire vraie. C'est une histoire inspirée d'une histoire vraie. Je crois que c'était Ouais. ça qui a été marqué. Ouais. Mais Bah, voilà, c'est une histoire qui doit arriver à peu près 17 oui, fois par heure en France, oui, quoi. oui, oui, Mm. exactement. Oui, oui. Ouais. Puis de toute façon, sans spoiler, mais tu sais, on peut dire qu'on n'est pas chez Danny Boone, donc forcément, chez Cédric Kahn, il n'y a aucune issue heureuse au truc et le titre est hyper mensonger, quoi. C'est une vie meilleure dans ton cul, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. C'est ça, C'est c'est une vie ça. meilleure dans la vraie vie, quoi. Donc c'est-à-dire c'est réaliste, c'est injuste et puis c'est définitif surtout. C'était ma première fois et j'ai vraiment vraiment apprécié ce film. Ouais. C'est la troisième fois qu'on parle de Cédric Kahn dans ce podcast. Il y avait eu Roberto Succo, il y avait eu Feu Rouge. Autant dire que en fait, moi, j'aime bien Cédric Kahn quand il va dans le noir, parce que là, c'est encore un film plutôt noir. Dès qu'il s'éloigne un peu de ça, là, j'ai été voir son dernier film au cinéma qui s'appelle Making of, qui est une comédie pour le coup sur le cinéma. C'est un ratage, mais absolu, avec Jonathan Cohen et l'inénarrable Denis Podalides. Donc voilà, moi, je pense qu'il n'est pas du tout, il est pas du tout à son aise dans la comédie, Cédric Kahn, mais dès qu'il doit dépeindre des choses, en fait, dès qu'il doit dépeindre la vie concrète, mais du côté noir, pas du côté blanc. Il est vraiment excellent. Et du coup, voilà, moi, Une vie meilleure, j'ai adoré. Tu l'as dit, hein, moi, je vais en remettre une couche aussi sur les acteurs. Mais que ce soit Guillaume Canet ou Leila Bekti, tous les deux sont extraordinaires. Leur histoire tient debout à mort. On y croit au début et on y croit vers la fin. Et c'est vrai que Leila Bekti, à l'époque, moi, c'est le premier film où elle m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une aussi grande actrice. Et il y a des scènes, on va dire, dans la toute dernière partie, où elle est scotchante, quoi. Je m'étais dit, waouh, quelle grande actrice. Guillaume Canet, il lâche pas son rôle du début à la fin, et je trouve ça dommage parce que le film est extrêmement intéressant, il est extrêmement ancré dans la vie, il est extrêmement ancré dans l'actualité, il devrait être vraiment beaucoup plus vu.
Et c'est un film qui a marchoté en salle, dont personne ne parle aujourd'hui. Une vie meilleure. Alors peut-être, je pense que le titre y est pour beaucoup aussi. C'est un titre qu'on ne retient pas. Moi, je pense que quand tu y repenseras à ce film-là dans 5 ans, tu auras Mm. peut-être du mal à te dire que ça s'appelait Une vie meilleure, quoi. Donc voilà, il y a un truc qui marchait pas dans l'affiche et un truc qui marchait pas dans le titre. C'est bien dommage parce que c'est un excellent film. Et un petit mot aussi sur le troisième acteur du film, le petit Slimane Ketabi, qui joue Mm. le fils de Leila Bekti et qui est excellent aussi, parce qu'il a vraiment un rôle important dans le film. Donc voilà, moi j'ai adoré ce film, je suis très content qu'il ne t'ait plu et je trouve que c'est un film dont on devrait beaucoup plus parler parce qu'en plus ça montre des choses qu'on n'a pas envie de vivre et donc des fois le cinéma sert aussi à exorciser des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Une vie meilleure, excellent film. On passe au top 3 avec du léger parce que deux comédies vont se suivre d'affilée et c'est un film, j'ai très peur de ta réaction, un film qui s'appelle Les Caïras qui est réalisé par Franck Gastambide. Alors Dieu sait que Franck Gastambide c'est un peu devenu, c'est un peu comme la bande à Fifi, quoi. C'est devenu le faiseur de nanar absolu en France. Il fait que de la merde. Il a fait Pattaya, qui est un navet. Il a fait Taxi 5, navet. Medellin, récemment pour Amazon, navet. Mais pourtant, ce premier film, Les Caïras, pour moi, c'est un film culte. C'est une comédie que j'ai dû voir 10 fois. J'en pleure de rire à chaque fois que je le vois. Et c'est un film culte avec mes copains. Alors, je sais que c'est pas un très grand argument pour défendre un film, mais c'est un film qu'on se passait quand on partait en vacances, qu'on a regardé plein de fois, dont on connaissait les répliques par cœur. Pour résumer, c'est tout simple. Les Kaira, c'était à la base une bande de mecs, donc 3 mecs, Franck Gastambide, himself, Mehdi Sadoun et JB Poctier. Et donc les trois jouent 3 banlieusards très bas de plafond, très très cons, qui vivent à Melun. Et en fait, ils zonent toute la journée, ils font rien. À la base, leur vidéo, leur petit sketch court était passé sur Canal, s'appelait Kaira Shopping. Et donc là, pour le film, pour la version longue, ils décident de devenir des porn stars, d'où le titre, parce que j'ai regardé le titre du film quand il a été exporté aux États-Unis ou en Angleterre, Porn in the Hood. Et je me suis dit, putain, ça c'est un sacré titre. Les Kaira, Meryl, je te laisse en parler. Je l'ai vu parce que je l'ai regardé enfin bref, sur un site et j'ai vu qu'il était sorti sous ce titre-là à l'étranger. Donc tu t'attends bien à ce que je te descende ton truc, quoi, parce que Oui, un film de copains, c'est comme les parasites, quoi. Vous êtes 12 à aimer ça, quoi. c'est ça. Je l'ai vu la première fois, j'ai regardé une première fois, j'ai fini avec le sourire, j'ai commencé à écrire des petites notes en me disant, ouais, sympa, tu vois, j'allais pas le descendre et tout. Et puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai repensé à 2, 3 passages, et notamment un passage où je me suis dit, mais en fait, l'intro du film, déjà, elle est quand même assez géniale, parce que tu vois, en 5 minutes, il te présente le truc, l'appartement, il finit sur Katsuni, il commence à te parler du porno, puis il présente les gens du quartier de façon assez drôle, les différentes ethnies, etc. Et après, il Ouais. finit sur eux qui sont en train de marcher et il dit, et voilà, nous, on est là, on est dans notre quartier, on essaye de bien s'entendre avec tout le monde. Bonjour madame, va te faire enculer, fils de pute. Tu vois? Make that move right now, baby. Make that move right now, baby. Je crois que c'est lui qui me fait le plus rire des deux, Mehdi Sadoun qui chante Mon Vieux. Ça le rendait pas malheureux, mon vieux. Du coup, ce que je fais, je me dis, ouais, attends, faut que je fasse gaffe quand même. Je vais quand même le montrer à Steph, voir ce qu'elle en pense. Elle mate une première fois et elle fait un peu comme moi. Ouais, sympa. Et puis, du coup, un soir, on se le remet une deuxième fois. Et en fait, je l'ai foutu dans mon top. J'adore ce film. Je te jure. Ouais, Yes! franchement, franchement, la tronche, la diction et la voix du duo, hein, Gaston Bide et puis, putain, Gaston Bide. La voix du duo Gaston Bide et puis Mehdi Sadoun, mais surtout Mehdi Sadoun me fait pleurer de rire, quoi. Ah bah oui. Le mec dise putain, faut que j'arrête de bouffer des Grecs. Il me fait marrer quand même, quoi, tu vois. Tout rentre dans la tronche et du coup, tu vois, au final, je me dis que le film est relativement vachement bien écrit. Il y a pas vraiment de temps mort et surtout quand il y a quelques temps morts, il y a toujours des bons petits dialogues, un petit peu de quartier, mais c'est quand même bien écrit, quoi, tu vois. Des fois, c'est drôle simplement dans la répétition, genre arrête de parler de ma mère, arrête de parler du juré sur le Coran. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont rien que les dialogues sont drôles. Je trouve que c'est surtout pour un premier film, c'est super bien écrit. En plus, enfin voilà, il y a quelques passages qui sont drôles. Hein. Le mec Alain, le DJ Alain du Pacha est parfait. Tu Oh vois là par là, exemple, c'est il est génial. incroyable. Et puis le videur qui confond Passepartout avec qui le confond avec Passepartout. Ouais, j'ai déjà protégé Jean-Luc Lahaye et Sandy Sanders. Ah, j'adore, Et puis après, j'adore. bon, voilà, je vais arrêter parce que je vais te laisser parler, mais bon,
c'est sûr que si Ramsey, moi je suis déjà très client de Ramsey, hein, mais là il est tellement à l'aise, quand il faut vraiment faire son débit, il est vraiment parfait. En plus voilà, moi j'étais passé totalement à côté à l'époque, mais le truc a fait son million d'entrées. La bande son sur le sample d'Imagination, je la trouve vraiment géniale, bande de bâtards et tout. Enfin voilà, Mm. voilà. Je le dis un petit peu en reculant parce qu'il y a des films géniaux dans cette année, mais franchement c'est pour moi c'est la pépite. Ça m'a vraiment fait mourir de rire. Kaira, Kaira, c'est le son des Kaira. Viens foutre le tawa, l'ambiance est d'art. Kaira, Kaira, du lourd, du gros, du gras. On veut voir tous les doigts en l'air, pop, 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 de bâtard. Ah bah, je suis content que tu restes tu rentres dans ce cercle parce que c'est vrai que c'est un film. Moi, j'ai toujours un peu honte quand j'en parle de ce film-là, mais en fait, les gens l'adorent, quoi. À chaque fois que j'en parle avec Ouais. des gens, c'est un film que les gens adorent, mais c'est vrai que c'est tellement bien écrit, tellement bien rythmé, c'est même bien réalisé, je trouve, hein, pour une Ouais, comédie ouais, ouais. française. Il a mis de l'application partout, ce qu'il a plus du tout fait dans ses films d'après, où il s'est dit, il suffit de mettre un nain, de mettre deux copains, et puis ça va le faire. On va parler de trois mecs de banlieue. D'ailleurs, il y a pas longtemps, Malik Bentala a fait une parodie de Franck Gastambide en disant bah voilà, c'est un peu Luc Besson, quoi. C'est la formule, tu mets un nain, tu les fais venir à l'étranger et ça fonctionne. C'est très dommage que ce type-là soit rentré dans un système parce que je trouvais qu'ils avaient vraiment un décalage par rapport à la comédie française et les KRA, et c'est voilà, c'est exceptionnel. Moi, voilà, j'ai envie de citer deux, trois scènes comme ça, mais la scène de François Damiens, quoi, qui est en Ouais. producteur de porno. Et des parodies également, ouais. J'ai dans le Caïdar, dans le Police d'État. J'ai le grand frère Pineur, j'ai Pascal le grand frère Pineur. Je peux très bien vous imaginer là-dedans. Ça, je peux le faire à salle. Au revoir. Parce que les trois, c'est vraiment trois tocards finis. Ils se la jouent un peu gros dur et tout, mais c'est des tocards. Et Mehdi Sadoun, quand il rêve de se battre, à tel point qu'il en crache, il crache sur la gueule des mecs en rêvant. Moi, ça me fait hurler de rire. J'adore, j'adore. Enfin voilà, il y a tellement de choses très très bonnes. Eric Cantona en entraîneur de foot d'une équipe de nains qui dit putain les gars, vous prenez pas un ballon de la tête. Ouais, voilà, il y a des dialogues dans tous les sens, des répliques qui claquent. Et moi, je trouve que c'est une des rares comédies cultes françaises depuis une dizaine d'années, quoi. Vraiment avec des dialogues qui restent presque à la. Alors, je ne les compare pas du tout, mais à la Splendide, quoi. C'est-à-dire que tu vois le film 10 fois et tu as les répliques qui te reviennent en tête, et tu as des images, et tu as des scènes, et ça s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment qui est chiant. Enfin bref, c'est vraiment une grande, grande réussite. Je l'ai mis troisième de cette liste. J'aurais pu le mettre premier, hein, j'avoue, parce que c'est vraiment un film que j'adore. Mais bon, restons, il faut savoir raison garder. En tout cas, les Je l'aurais Kaira, pour moi, accepté. ouais, bah voilà, Je c'est la l'aurais- pépite, c'est le film culte. C'est le film de culte de cette année, mais tu vois, j'ai vachement hésité entre le 3 et le 2 parce que ce sont deux comédies françaises que j'adore et je trouve que enfin, l'année 2012, pour moi, il y a deux des plus grandes comédies françaises de ces 15 dernières années. Donc, Les Kaira est en numéro 3 et le numéro 2 c'est un autre film. Alors là, pour le coup, qui est aujourd'hui presque persona non grata, il n'est jamais diffusé à la télé parce qu'il ne va pas dans les mœurs de l'époque. Les Infidèles. Les Infidèles, qui est un film à sketch à l'époque qui a fait un carton. Alors, les Kaira avaient fait 1 million d'entrées, ce qui était énorme parce que c'était un micro-budget. Donc, la Gaumont avait tout pété avec les Kaira à l'époque. Et Les Infidèles, on nous dit à l'époque, les films à sketch ne fonctionnent jamais, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. 2,5 millions d'entrées, donc énorme carton pour ce film porté par Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Un casting pléthorique, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans ce film. On retrouve notamment Guillaume Canet dans quelques scènes. On retrouve Manu Payette, on retrouve Géraldine Nakache. Bon, bref, il y a du monde dans tous les sens. Alexandre Lamy et même Charles Gérard, peut-être dans sa dernière apparition Ouais, sur grand c'est vrai. écran, le pote de Bébel, voilà, qui joue dans ce film-là. Et même le casting des réalisateurs est impressionnant parce que chacun a réalisé un petit film. Donc Dujardin s'y est plié, Gilles Lelouch s'y est plié également, mais il y a aussi Emmanuel Berco, Fred Cavaillé, Alexandre Courtès, Michel Hazanavicius, ce qui est pour moi le plus grand segment du film, Yann Kounen pour un segment qui a lui disparu du montage final qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les bonus DVD et Blu-ray, et Éric Lartigot. Et moi je trouve que c'est un film brillamment scénarisé, brillamment dialogué, brillamment joué. Je trouve que c'est une réussite absolue et c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est devenu comment dire, comme si les personnages du film étaient premier degré, alors que je pense que Dujardin et Lelouch, qui ont coécrit ça avec pas mal de monde, ont voulu se moquer des hommes, et aujourd'hui Les Infidèles passent pour un film de beauf, alors que justement on montre les hommes que comme des beaufs, que comme des lâches, que comme des menteurs, comme des manipulateurs, comme des pauvres types. Donc c'est vraiment un film pas du tout masculiniste, bien au contraire. Mais aujourd'hui, je sais pas, le premier degré ambiant a fait que Les Infidèles est devenu un film à fuir, alors que je trouve que c'est une réussite étincelante. Meryl.
Ouais, étincelante, ouais. Surtout, c'est un curieux mélange en tout cas, tu vois, parce que Oui, pour moi, le meilleur sketch, parce qu'il y en a peut-être 6 ou 7 dans le film, c'est ce moment où Dujardin est dans l'hôtel miteux, il essaye de draguer alors que c'est un loser fini. Pour moi, c'est une pépite, ce truc. Gilles Lelouch, c'est pareil, hein, il a ses moments de bravoure aussi hein, dans le film hein, quand Oh même. Hein. oui, oh oui. Mais alors voilà, moi je trouve, j'ai vraiment bien beaucoup aimé ce film et en plus c'est un peu déroutant parce que ça part dans la déconnade. Forcément avec un duo pareil, de toute façon tu t'attends à ce que ça parle comme ça. Moi je trouve que c'est limite ça part presque pas bien parce que ça donne l'impression que ça va être un peu léger, etc. Oui, Et après. Il vient le passage de l'engueulade du jardin à l'ami qui joue un petit peu à un jeu dangereux. Oh là, je les ai trouvés tellement bons tous les deux. C'est mais très vraiment bon. vraiment très très bon. Ouais. Et du Ouais. coup, ça te fout dans un mood assez spécial. Finalement, moi, je trouve que c'est un film plus triste que drôle, en fait. Tu Oui, vois? c'est un J'ai film plus l'impression que c'est. pathétique. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, oui. Oui, c'est Mm. certainement parce que c'est pathétique. Puis c'est vrai que tu l'as dit, de toute façon, ils sont tous. Alors oui, c'est des mecs, hein, mais bon, c'est loin d'être les meilleurs œufs du panier, quoi, tu vois. C'est clair. Il y a des Ouais. sacrés tarés dans le lot. Mais bon, ouais, voilà. Moi, j'ai vraiment adoré quand même le passage. Sandrine Kiberlin est géniale, tu vois. Euh, Incroyable. c'est quelqu'un que je n'attendais pas du tout dans l'humour et depuis son passage, enfin pas depuis, parce que même un peu avant, hein, mais tu vois, avec son passage chez Dupontel ici, moi je trouve que c'est une actrice qui est faite pour faire, avec son côté un petit peu coincé, etc. Elle est faite pour l'humour, cette actrice-là. Elle Elle, est vraiment géniale, quoi. elle te plaît, ma Après, petite chatte? oui, exact. Pas comme exemple. Après, ils sont tous géniaux, hein, de toute façon. Guillaume Canet, Manu Payette. Moi, j'adore Manu Payette et là-dedans, il est super, putain. Franchement. En plus, tu sais, il y a malgré tout cet aspect film de copain. Tu vois, tu sens film de Oui. bande ou toi, je sais pas comment. Tu vois, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais voilà. Il y a que de voilà, c'est pour ça que j'ai au début que c'était un curieux mélange pour moi parce que il y a plein de trucs positifs des grandes comédies françaises justement, films de potes, tournés dans la bonne humeur, tout le monde y a mis la main à la pâte, il y a peut-être un petit peu d'impro, enfin tu vois, il y a tout ce mélange là, mais en même temps, il y a un côté vraiment très très sérieux, très très écrit, très très joué. Et du coup, tu vois, moi je trouve que ça fait vraiment un mélange assez spécial, surtout pour le cinéma français, qui en plus finit un peu what the fuck à Las Vegas quoi. Donc C'est un film pathétique, finalement, mais une comédie pathétique. Alors, souvent, les Français, quand ils font des navets, comment dire, se drapent dans les oripeaux de la comédie italienne en disant on rend hommage à la comédie italienne, la comédie cruelle, machin. Mon cul, ils font toujours des navets avec ça et ça leur sert à rien d'autre qu'à donner un argument de vente. Alors que là, pour le coup, Les Infidèles, pour moi, c'est une vraie comédie italienne. Ça rappelle d'ailleurs des films à sketch de l'époque, Les Monstres, Les Nouveaux Monstres, avec Ugo Tognazzi, Mastroianni, Ventura, même qui en faisait partie. Bref, ces vrais films à sketch-là qui sont confiés à différents réalisateurs. Chaque histoire est mise en scène différemment, est dialoguée différemment, est jouée différemment. Bref, il y a une vraie, comment dire, une application à faire que le film ne soit pas juste une réunion de copains et un film gadget. Moi, je trouve que le film fonctionne de A à Z. Et donc, moi, je trouve ça intéressant aussi de se plonger dans chaque segment, parce que c'est vraiment des films bien à part. Ils ont tous leur tonalité et leur thématique bien particulière. On va parler du coup du premier, mon préféré, alors qui n'est pas le premier dans l'ordre du film, mais en tout cas, Michel Hazanavicius. Le segment montre Jean Dujardin qui joue un espèce de pauvre type, mais vraiment, vraiment un pauvre con. Séminaire d'entreprise, petit hôtel pourri, miteux en province. Lui, il essaye de draguer tout ce qui bouge. Ça va de sa collègue à la réceptionniste en passant par la collègue vraiment de fin de soirée, on va dire, parce il a pas pu avoir les autres, donc il est vraiment pathétique. Il va sur les pages jaunes pour essayer de trouver des prostituées sur Saint-Étienne et tout. Enfin bref, c'est lamentable. Dujardin est exceptionnel, je trouve, dans ce film, dans ce segment, en tout cas, en étant vraiment une merde, quoi, une espèce de pauvre merde, mais à visage humain. Voilà, il est absolument parfait. Lelouch aussi, qui est très bon dans un petit rôle, qui joue lui, pour le coup, le tombeur, qui est en fauteuil roulant et raconte des blagues qui font rire tout le monde, alors que Dujardin ne fait rire personne. Moi, c'est mon préféré, c'est la pépite. Je trouve que c'est vraiment le côté pathétique dans toute sa splendeur. J'adore également celui qui est réalisé par Éric Lartigot, où on voit Gilles Lelouch qui joue une espèce de chirurgien dentiste, riche, bien dans sa peau, belle bagnole, famille et tout ça, et qui à côté est infidèle avec une jeune nana qui doit avoir à peine 18 ans, ou en tout cas elle fait très très jeune parce qu'elle traîne avec des lycéens et tout. Et on voit aussi ce type complètement pathétique qui doit se retrouver avec une bande de jeunes qui essayent de faire le jeune, mais qui en même temps qui est trop vieux.
J'adore ce segment. Meryl, est-ce que tu as un mot à dire sur ce segment, toi? Ouais, j'aime beaucoup ce segment aussi, moi, et surtout, et je rends vraiment hommage à Lelouch parce qu'il fallait le jouer un petit peu, tu sais. Il joue parfaitement ce qu'on doit ressentir, bah, justement, quand on sort en boîte avec une gamine qui est pas de la bonne décennie et avec une bande de copains qui sont pas du tout raccord avec soi-même et quand il termine la gueule ensanglantée, et voilà, plus de 40 ans, toi, à la sortie d'une boîte, on doit ressentir des choses, des choses assez spéciales à ce moment-là, quoi. Et je le trouvais qu'il était vraiment parfait, là. Tu m'étonnes. D'ailleurs, c'est vrai que cette scène où il écoute dans sa bagnole, il écoute du Véronique Sanson et que les mecs se foutent Ouais. de sa gueule en disant ah, c'est du Nicole Croisier et tout. Pff, ouais, excellente scène. Bref, tout à sa place. Il y a des tout petits segments aussi, hein. Il y a des mini-sketchs qui montrent des personnages bien particuliers, comme celui de Guillaume Canet, comme celui de Manu Payette. Et puis cette réunion, voilà, que pour moi, un espèce de feu d'artifice de comédie. Avec Sandrine Kiberlin qui anime la thérapie de groupe pour voilà, essayer de les rendre, comment dire, de les désinfidéliser. C'est assez génial comme idée et c'est très très bien joué, notamment quand Gilles Lelouch retrace son itinéraire pour dire en fait que c'est pas de sa faute à lui, c'est la situation professionnelle qui l'a rendu infidèle. Moi, ça me fait pisser de rire à chaque fois. Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Bernard Pichot, je suis sectadique, Addict, Bernard. addict. Et mon infidélité elle est surtout liée à mon parcours professionnel en fait, parce que j'ai commencé en tant que serveur à Montpellier, bon voilà, ça a été la fête du slip si vous voyez ce que je veux dire. Puis après j'ai été plagiste à Saint-Trope, boucherie. Puis après j'ai ouvert une pizzeria échangiste en fait à Cavalère, le Pompilon. Ça vous dit quelque chose le Pompilon? Non. T'as raison, le premier segment et le dernier qui mettent en scène les deux mêmes personnages sont beaucoup plus vers de la grosse comédie et peut-être presque trop, on va dire. Ça finit vraiment en comédie baroque, en comédie un peu à la Mm. con et tout ça, à l'américaine. Bon, mais je trouve que ça fonctionne. En fait, tout fonctionne dans ce film. La BO est excellente, la réalisation est excellente, le rythme est excellent. Et moi, je t'avoue que ça fait partie des films que je montre régulièrement à des gens parce que, étant donné que c'est un film à sketch et que t'as pas une narration claire à suivre pendant 1 heure et demie, 2 heures, mais ça se revoit hyper bien et t'as toujours un truc à grappiller, à grignoter dans ce film-là. J'adore, je trouve que c'est une pleine réussite. Et je voulais juste rajouter un petit mot sur le segment de Yann Kounen, parce que Yann Kounen venait de faire 99 francs avec Dujardin. Il a été associé aux Infidèles. À l'époque, on annonce Yann Kounen au générique. Et bizarrement, quand le film sort, il n'est plus au générique. Je sais que ça a valu des fâcheries hein, entre Dujardin et Yann Kounen, entre Yann Kounen et la production et tout ça. Il a été très désemparé de voir son segment ne pas être montré dans le film. Et moi, je l'ai vu parce que j'ai le DVD, donc j'ai regardé le bonus. Et donc, j'ai vu ce fameux segment. Et je t'avoue que c'est du Yann Kounen, mais époque court-métrage. C'est-à-dire, il est parti dans un délire absolu, dans un délire de couleurs, de grands angles, de zoom avant, un peu comme dans la pub en Regina Rouge, quoi. C'est un peu du n'importe quoi. Donc, il y a Mélanie Doutet et Gilles Lelouch qui sont dans ce dans ce segment. Et ça part dans tous les sens. En fait, ça n'a pas sa place. Je comprends en regardant le film que les mecs se sont dit, bon, il a pété un plomb beaucoup trop pour que ça rentre dans le film, alors que les autres films peuvent être à la rigueur crédibles. Là, c'était vraiment trop borderline pour rentrer dedans. Mais bon, c'est à voir quand même, parce que ça fait partie de l'histoire de ce film qui en comporte beaucoup. Voilà, est-ce que tu veux un petit mot de la fin pour les infidèles, Meryl? Mais encore une fois, hein, je t'assure, hein, moi, à part la scène de thérapie, et puis quelques belles réussites aussi du duo du Jardin Lelouch, moi je trouve que c'est plutôt un film, bah voilà, comme tu l'as dit, c'est tellement pathétique que c'en est grave, quoi. C'est vrai, c'est vraiment. En tout cas, c'est une pleine réussite. Bon, ça fait plaisir en tout cas d'évoquer, même si ça, c'est une comédie un peu plus noire que les Kaira, mais les Kaira et les Infidèles, tu vois, film populaire, mais qui prennent pas les gens pour des cons. Et j'ai l'impression que ça manque un petit peu. Moi, j'ai vu des très bons films populaires et qui prennent pas les gens pour des cons en 2023, mais je trouve que ça se raréfie un petit peu. Et ça fait toujours plaisir de revoir ces films-là qui ont une dizaine d'années et qui n'ont pas vieilli d'une ride. On va finir, Meryl, avec un autre film français. Il y en a eu beaucoup dans Stop. Il n'y en avait pas dans les films à voir, mais il y en a beaucoup dans Stop. Et là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la comédie, on est dans le polar, dans le vrai de vrai, dans le film noir, avec un film que je trouve absolument génial, qui s'appelle Une nuit, qui est réalisé par Philippe Lefebvre. Alors, Philippe Lefebvre, c'est assez bizarre son itinéraire, parce que c'est un type qui a commencé le cinéma dans les années 80 en réalisant deux films qui sont un peu tombés quasiment dans l'oubli. Le Juge avec Jacques Perrin et Le Transfuge avec Bruno Cremer, des films un peu série B de l'époque 84-85 qui n'ont pas du tout marqué les esprits. Ensuite, s'en suivra une longue litanie de téléfilms, séries télé, voilà, plus ou moins oubliés. Il a même été jusqu'à réaliser des trucs pour TF1 un peu indigestes. Et il réapparaît avec le polar, son genre de prédilection, en 2012 pour faire Une nuit, qui est emmené par l'extraordinaire Roche Dizem. Pour moi, c'est dans le top 3 de ses rôles. Je le trouve vraiment extraordinaire dans ce film. Et donc, pour donner un peu le pitch du film, en gros, on suit la mondaine, la fameuse brigade mondaine parisienne, donc en la personne de Simon Weiss, qui est commandant dans cette brigade mondaine. Et en fait, il fait tous les soirs la tournée des établissements nocturnes. Donc ça va du bar un peu dansant
au bar à pute, en passant par la boîte de nuit un peu glauque et la boîte de nuit très installée. Donc il doit rentrer dans ces établissements, faire copain-copain avec les patrons, demander s'il y a de la drogue, s'il y a des problèmes, s'il y a de la mafia, machin. Enfin bref, c'est sa tournée quotidienne. Il est ce soir-là accompagné par une newbie qui est jouée par Sarah Forestier qui va l'accompagner. Et en fait, on suit vraiment le pitch pour le coup est évocateur. Une nuit dans la vie de ce flic avec cette nana qui l'accompagne, qui lui sert de chauffeur. Et on va suivre la vie mouvementée. En tout cas, la nuit va être mouvementée pour Roche Dizem. C'est un film sans grande scène d'action, sans coup de feu dans tous les sens, sans voilà, c'est pas du thriller, c'est pas du film à l'américaine, c'est vraiment du polar à la française. Mais quelle réussite! Je trouve que c'est vraiment un film qui ne ressemble à aucun autre. Et j'adore ce film. Je peux le regarder 20 000 fois. Je l'aime toujours autant. Meryl, je te laisse en parler. C'est c'est le premier vrai grand rôle de Roche Dizem en tête d'affiche? Vrai grand rôle, tu me poses une colle. Je vais aller vérifier tout de suite parce que je vais Ouais. avoir sa filmographie devant les yeux. Mais en tout cas, c'est son. Moi, j'ai l'impression que c'est un de ses premiers grands rôles, quoi. Parce qu'en tout cas, tu vois, je rebondissais sur ce que tu disais, et c'est vrai, qu'est-ce qu'il en fallait du charisme pour pouvoir porter un film comme ça sans véritable action, entre guillemets, qui ne montre rien. En tout cas, il se passe des choses, mais tu ne les apprends que par les discussions. En fait, ce film-là, c'est ça, c'est qu'il montre. Je te coupe Oui, je juste t'en prie. avant. Je regarde. Il a fait Go Fast quand même. Il était tête d'affiche de Go Fast, qui Oui, était un ouais, polar qui avait bien marché à l'époque. ouais, ouais. Et après, il a fait pas mal de films. Tu vois, Tête de Turc, il était premier rôle et tout. Mais j'ai l'impression qu'Une nuit, c'est pour moi, en tout cas, c'est son. Ouais, voilà, c'est top 3 des rôles. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Ouais, je t'en prie. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est son premier grand rôle, là. Je suis vraiment, ouais, je suis d'accord avec toi. Faut quand même parler de Sarah Forestier parce que moi, c'est une actrice que je ne connaissais vraiment pas beaucoup. Moi, je l'adore depuis Le Nom des gens. Elle est vraie, je trouve ça vraiment une super actrice. Et là, elle est Ouais, un peu à contre-emploi entre guillemets parce que elle est énormément dans le retrait et elle le fait très bien en plus. Et c'est elle qui vient ouais, de choper à la fin. Moi, j'adore cette actrice, hein, c'est pareil, tu vois. Elle a plus, alors, je vais dire ça comme ça, mais elle a plus une bouille pour Le Nom des gens, tu sais, pour faire rire les gens, pour dire des trucs incroyables, etc. Là, elle est toute en nuances. C'est vraiment une grande actrice, hein, Sarah Forestier. elle J'ai est aucun doute immense, là-dessus. Sarah Ouais. Forestier. Ouais. Après aussi, il faut parler aussi de notre Sam Le Bihan national, qui est pas si mal que ça, Ah, moi, je trouve, hein, tu vois. ah bah c'est son Après, autre bon rôle avec Total Western. Moi, je trouve que ouais. c'est les deux films Moi, où il est bon. je le trouve un petit peu limite en fin de parcours, tu vois. Mais bon, j'aime quand même bien le face-à-face, même si, tu vois, il y a des fois, je le trouve un petit peu limite. Mais bon, je me disais, si moi j'étais en face du regard de Roche Dizem, je ferais pas le malin non plus, donc ça doit pas être facile. Tu penses quand même un petit peu aux collisions de Michael Mann avec Tom Cruise? Tu vois, parce que ces Ah deux ouais. films qui sont un peu lents, très lents même. Mm. Alors, sans action, c'est moins le cas quand même pour Collision que pour Une nuit, parce que là, c'est vrai qu'il y a vraiment pas d'action, à part quelques engueulades, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est vrai que moi, c'est un film que j'adore parce que euh, bon, c'est déjà Roche Dizem, hein, de toute façon, parce que ça, moi, je trouve que c'est le rôle récurrent de l'acteur pour moi, tu vois, ça restera ce rôle-là, quoi. Euh, Mm. et en plus, je trouve que c'est vraiment lui qui fait que tout fonctionne bien. Tu vois, c'est vraiment, de toute façon, comment faire autrement? Parce que tu ne fais que le suivre lui, quoi. Tu es en Ouais, voiture avec ouais. lui, boîte de nuit avec lui, tu n'es que tout le temps avec lui. L'autre bon acteur aussi du truc, c'est Grégory Fitoussi, que moi je trouve aussi très bon, parce qu'il n'a pas un rôle facile à faire, hein. Il joue le rôle d'espèce d'avocat avocat crapuleux, mais qui en Ouais. plus humainement est vraiment pas terrible. Enfin bref. Et je le trouve vraiment très bon aussi parce que il aurait plutôt une gueule enfin, tu sais, de banquier ou un truc comme ça. Et donc, du coup, enfin, il est parfait en avocat, mais franchement, il joue vraiment très bien le mec véreux, pourri et humainement un petit peu passable, si je peux dire. Voilà, Et je trouve que, il vient de la série Sous le soleil, hein, Grégory ouais, Fitoussi. ouais, Mm. c'est bon. Putain, je l'avais noté en plus parce que comme ça t'en faisait en parler un petit peu, mais bon, tu peux pas en parler plus, c'est bon. Tu veux que je mette le générique, peut-être ça te fera plaisir. Eh ben tiens, c'est parti, un petit coup de générique. Sous le soleil, bleu marine ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. C'est pas comparable, mais j'ai trouvé autant de plaisir dans ces éclairages nocturnes que dans les films de James Gray, qui est pour moi le réalisateur des films nocturnes. Mm. Voilà, il y a un truc qui marche vraiment bien dans ce film-là parce que sinon tu te ferais chier et tu te fais pas du tout chier. Et il y a énormément de tension et il y a des personnages qui sont vraiment
badass, ou en tout cas vraiment charismatique. Et c'est d'autant plus incroyable que c'est un film où il n'y a que des dialogues pratiquement. C'est vrai, mais dès l'affiche, hein, je sais pas si tu as l'affiche en tête, mais l'affiche Ouais, ouais, je l'ai, ouais. est canon. Enfin, voilà, tout est cohérent, en fait, je trouve, dans ce film. Le titre, la temporalité, l'affiche, l'acteur, le réalisateur, la photo, le scénariste. Parce qu'au scénario, il y a Simon Miquel, Simon Miquel, qui est un ancien flic, qui a collaboré à plein de scénarios de polar, dont Les Ripoux, pour l'un des plus célèbres d'entre eux. Mais en tout cas, voilà, c'est un scénariste de polar. Il sait de quoi il parle. Je pense qu'il a dû faire un tour à la Brigade Mondaine, ou en tout cas, il sait de quoi il parle. Donc le film est très réaliste. Et ce qui est passionnant dans ce film, tu as raison, c'est un film de dialogue, c'est un film d'attente, parce qu'il y a beaucoup d'attente, il y a beaucoup de tensions qui montent, avec pas grand-chose finalement. Des fois, il rentre dans des endroits où on se dit, oula, moi je serais lui, j'irais pas. Bon, c'est un keuf, donc il peut y aller, mais nous, en tout cas, on n'irait pas forcément rentrer là-dedans. Puis finalement, ça se passe bien. D'autres endroits où tu as l'impression que tout va bien se passer, c'est hyper glauque. Enfin bref, il y a vraiment un suspense. Il y a toujours cette frontière donc, qu'on a connue dans Mille et un polars entre les est-ce que être flic, ça veut dire être que du côté des flics, mais est-ce qu'on ne doit pas aller un peu vers les voyous pour les connaître mieux et pour avoir des infos? Enfin bref, c'est très compliqué, la frontière est ténue. Et Roche Dizem est parfait dans ce rôle parce qu'il oscille constamment entre flic intègre et la voyoucratie. Bon, bref, c'est très compliqué pour lui, mais en tout cas, il est tellement charismatique, tellement solide. C'est un Ventura voilà, des années Ouais. 2010, quoi. Roche Dizem, il est impressionnant. Et Sarah Forestier, comme tu l'as dit, est absolument génial, mais comme dans tous les rôles, Sarah Forestier, c'est toujours c'est du 100%, elle est toujours parfaite. D'ailleurs, on les retrouvera dans un film dont on a déjà parlé, mais Roche Dizem et Sarah Forestier dans Roubaix une lumière, qui était un peu un autre polar très très noir, voilà, dont on a parlé dans le podcast. En tout cas, voilà, j'adore ce film. Tu l'as dit, les scènes nocturnes sont magnifiques. La photo est incroyable. D'ailleurs, je vais tout de suite dire le directeur de la photo, parce que des fois, on cite, on dit la photo est géniale, mais on ne cite Mm. jamais ce métier, alors que c'est quand même un métier extrêmement important. Jérôme Almeras, qui a fait la photo d'une nuit, elle est vraiment dingue, la photo de ce film. Elle est canon, les scènes nocturnes, la pluie, la nuit, Paris, le pavé et tout ça, enfin, c'est vraiment exceptionnel. Et moi, je trouve que moi, le film noir, à la base, c'est pas un genre voilà, que je mets, que je porte au pinacle, mais je trouve qu'Une nuit, c'est vraiment un énorme représentant de ce genre. Je trouve que c'est un classique, Une nuit, et malheureusement, ça a fait une dizaine de milliers d'entrées en salle. C'est un film, pour le coup, un peu culte, parce que je sais que les cinéphiles, des fois, se disent, t'as déjà vu ce film-là, putain, il est incroyable et tout, mais c'est un film un peu sous le manteau. Il est rarement diffusé parce que je pense qu'il est trop sombre pour un prime time, mais en même temps, voilà, il a des thématiques de polar, mais c'est vrai qu'on préfère, nous, regarder des polars sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann, c'est beaucoup plus facile, mais là, c'est un vrai polar, noir de noir, et c'est un film admirable, donc voilà, c'est pour ça que ce film est arrivé numéro un de ce top 2012, Meryl. C'est la fin de ce podcast. Je vais rappeler, avant qu'on se fasse le petit mot de la fin, tous les films dont on a parlé, les films à voir, Trust de David Schwimmer, Compliance de Craig Zobel, Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare de Lawrence Cafaria, Tech Shelter de Jeff Nichols. Le film dont tu voulais parler, mais pas moi, c'est Killer Joe de William Friedkin. Et donc le top 6 cette année-là, de 2012, Maman d'Alexandra Leclerc en sixième position. En cinquième, Sugarman, un documentaire de Malik Benjeloul. Quatrième, Une vie meilleure de Cédric Kahn. Troisième, Les Caïras de Franck Gastambide. Deuxième, Les Infidèles de tout un panel de réalisateurs, dont Azanavicius, Cavaillé, Courtès, Berco et Tutti Quanti. Et enfin, Une nuit, le film de Philippe Lefebvre. Voilà Meryl. Donc je l'avais un peu dit en préambule, pas de chef-d'œuvre absolu, pas de voilà, pas de Kubrick, de Tarantino, de machin, voilà, de trucs qu'on accroche au mur, mais des excellents films, des excellentes comédies, un excellent polar, un excellent film sur la détresse financière en France avec Une vie meilleure, un excellent documentaire. Bref, il y en a pour tous les goûts quand même. Je serais assez d'accord avec ton classement, même si j'aurais peut-être mis Killer Joe un tout petit peu plus haut. Et bon, j'aurais peut-être quand même claqué les Kaira en tête d'affiche quand même, rien que Ah oui. pour le délire, quoi. Mais j'adore Une nuit, tu le sais aussi. Et puis, Les Infidèles, c'est pareil. Je trouve que c'est, comme toi, c'est une totale réussite. Donc, tu vois, c'est encore une bonne année après 2010. Tu vois. Il y a encore, comme on dit à chaque podcast depuis qu'on a passé 2000, non, le cinéma n'est pas mort après 2000 et il y a encore de très très bons films. On a pris des claques et puis c'est aussi l'occasion de remettre toujours ce podcast la lumière sur des films dont on parle peut-être pas assez. Une nuit en fait partie. Bon, Sugarman, il a été vraiment plébiscité à la sortie, mais tu vois, les Mm. Kaira, je pense qu'aujourd'hui, il est regardé un peu de traviole comme un film un peu nul, vu ce que Gaston Bide fait depuis et qu'il est devenu justement, il y a plus Bide que Gaston aujourd'hui, je trouve, dans ses films. Ce qui est dommage, c'est un jeu de mots très facile, mais je trouve que ces films sont devenus des navets, alors qu'il avait démarré avec une pépite de la comédie française, un film qui ne ressemblait à rien d'autre. C'est bien dommage. Et puis Les Infidèles, c'est aussi dommage que ça soit resté un peu comme un patron, alors que ça aurait pu lancer une espèce de vague de films à sketch en France. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va passer à 2013 très rapidement. Je pense qu'on va se retrouver très rapidement pour le faire. Ce fut un plaisir, Mireille, comme d'habitude. Un privilège même. Non, comme vous y allez. Je t'embrasse, on vous embrasse, et puis on se dit à très vite.